Alors, Fred Savard avec vous pour ce 9e épisode de La Balado. Je suis vraiment très excité parce que aujourd'hui, je vous présente enfin cet épisode que je prépare avec Hélène Faradji sur Robert Morin, qui a eu la gentillesse de venir, de se prêter au jeu et de venir à La Balado pour une longue entrevue. Vraiment, j'ai très hâte d'avoir vos impressions. J'ai hâte de vous présenter ça. Ce fut une rencontre intimidante, enrichissante, stimulante, vraiment. Et j'espère que, parce que c'est toujours ça l'idée, quand je fais ce type d'épisode-là, c'est de vous donner le goût de vous plonger dans cet univers-là, dans l'univers du cinéaste Robert Morin, qui fait un cinéma unique, je dirais au Québec, mais dans le monde. Moi, c'est un cinéaste qui m'a marqué et sa démarche m'inspire encore. Son indépendance d'esprit, son refus des conventions. Évidemment, je ne suis pas au même niveau que Robert Morin, on s'entend, parce que c'est un niveau sans concession qui est difficile. C'est une liberté qui s'est forgée, qui est difficile à côté, mettons. Mais c'est extrêmement inspirant. Alors voilà. Juste avant de rejoindre Hélène Faradji pour cette grande rencontre, je rappelle la campagne de financement qui bat son cours, qui va bien. On dépasse le 60%. Là, je vais contacter par infolettre les donateurs des années précédentes, ce que je n'avais pas fait encore. Là, j'ai trouvé le temps, enfin. Donc voilà, si les gens... attendez pas. Hein, faites-vous et faites-nous ce cadeau de Noël de renouveler votre engagement à supporter ce projet-là. Vous allez sur lefredsavard.com, il y a toujours deux façons, Stripe, PayPal. Dans la section campagne, là, tout est bien indiqué. Il y a un bouton pour faire votre don, votre participation financière. Je vous annonce que nous aurons M. Guy Rocher et Pierre Duchesne. Ça fait des semaines qu'on travaille là-dessus, qu'on essaie de trouver un moment. Alors, ça se fera. Au moment où vous écoutez cette balado-là, je serai probablement en train d'interviewer M. Rocher. Je serai aussi extrêmement intimidé, encore une fois. Mais voilà, j'avais envie, avec la parution du deuxième tome de la biographie de Pierre Duchesne sur ce grand intellectuel, ce sociologue qui est Guy Rocher, 97 ans, toujours actif. On va profiter de ce moment-là. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous présenter l'épisode, mais je l'enregistre aujourd'hui même. Voilà. Alors, pendant que vous allez écouter l'épisode avec Robert Morin, on va aller tout de suite rejoindre Hélène Faradji pour présenter ce grand moment de la balado depuis son existence. Bonne écoute. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir, et je fais exprès pour ne pas en mettre trop, que j'accueille Robert Morin à cette balado. Bonjour, M. Morin. Vous avez publié, je pense que c'est au printemps dernier, Scénario refusé, aux éditions Somme Toute. Hélène est là aussi, Hélène Faradji, pour plein de raisons, parce que vous connaissez le cinéma, alors que moi, je ne suis qu'un cinéphile en dilettante, mais parce que vous avez signé la préface de ce livre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que plein de raisons, en fait. D'abord, parce que je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de scénario quand on parle de cinéma. Oui. Et ça, c'était l'occasion de le faire. Puis en plus, avec Robert Morin, qui va pas aimer que je dise ça, mais tant pis. Et je pense un de ceux qui écrivent le mieux dans la cinématographie québécoise. Et aussi parce que j'ai un rapport au cinéma de Morin qui est très intense. Yes Sir Madame, c'est le premier film québécois que j'ai vu quand je suis arrivée au Québec. Ça. Okay. Wow. Donc, ça m'a fait connaître le Québec d'une façon particulière. Vous avez été dans le bain de toute une des grandes problématiques de ce non-pays-là. Et en même temps, je me suis dit, c'est le film qu'on devrait faire voir à tous les nouveaux arrivants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Mais il mérite d'être bilingue, déjà. Oui, déjà. Mais surtout, c'est une compréhension du Québec qui est à milieu de ce qu'on essaye de nous vendre quand on vient d'ailleurs, qui est singulière. Puis surtout, moi qui arrivais du cinéma français très léché, très poli, je me suis dit... on a le droit de faire du cinéma comme ça. Ouais. On a le droit d'exploser les frontières, les conventions, de juste prendre une caméra, filmer, puis ça donne quelque chose d'extraordinaire. Mais là, vous allez trop vite parce qu'on va revenir au livre, au scénario, parce qu'après ça, on va parler de certains films, parce que moi, j'ai envie que les gens se replongent dans l'univers cinématographique de Robert Morin, mais
le livre Scénario refusé, d'abord, il y a 3 histoires, en fait, 3 scénarios refusés. 2 par les institutions. Un, c'est vous-même qui vous avez décidé de le mettre de côté. Abandonné, oui. Voilà. Le premier... En fait, c'est drôle parce qu'Hélène, vous parlez dans la préface, vous parlez du Frankenstein de Cronenberg, du Dracula de Ken Russell, du Napoléon de Kubrick. C'est ces espèces de films fantasmés qui ne verront jamais le jour et qu'en lisant les scénarios, on peut se les imaginer. Oui. Ah oui. Enfin, dans la mesure où un scénario, c'est une espèce de vide que le lecteur doit remplir, là, parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas d'émotion là-dedans, là. C'est froid. Oui. Oui, c'est ça. Le le film. Premier scénario refusé, La femme de nulle part, inspiré de la vie d'Elena Valero. C'est une histoire complètement folle. Parlez-nous un peu de cette femme-là et de pourquoi ça vous a inspiré, ce scénario-là. Ben, ça m'a inspiré... c'est elle qui m'a inspiré. Quand j'étais plus jeune, j'avais lu le premier récit qu'elle a fait de son aventure chez les Yanomami, ça date des années 60. Ouais. Donc, j'étais tombé Vécu dans les années 30? Oui, c'est ça. Elle a été kidnappée dans les c'est ça, début des années 30, puis elle s'est évadée dans les années 60. Ça m'avait marqué parce que d'abord, c'est un point de vue un peu comme un angle très particulier sur... que les anthropologues n'ont pas habituellement. Ouais. C'est une société. C'est un peu comme je viens de lire les récits de Radisson. C'est un peu, on est dans cet univers où c'est des gens qui ne sont pas des pros de l'ethnologie, mais qui ont une permission d'entrer dans un monde étonnant, là, une autre civilisation, une autre culture. Donc, ça m'avait marqué. C'est comme je disais dans mon livre, c'est une espèce d'aventure de Tarzan au féminin. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est resté comme ça. Puis dans les années 60 et les années 80, j'étais allé essayer de faire un film sur les garimpeiros, les chercheurs d'or au Brésil, à la frontière de l'Amazone. Puis j'ai entendu parler qu'elle était encore vivante. Donc, je me suis dit, tiens, fait que finalement, j'ai abandonné tellement intéressé, j'ai abandonné le projet des chercheurs d'or. Puis j'ai essayé de le retrouver. Donc, la première fois, ça n'a pas marché. Je suis retourné l'année d'après. Puis là, finalement, j'ai retrouvé. J'avais amené une caméra, fait que j'ai fait un petit film avec elle. Puis, fait que c'est ça. Donc, à partir de là, elle m'a raconté, en fait, dans le premier récit qui était publié chez Terre humaine, c'était sa vie jusqu'à son évasion, si on peut dire. Mais là, elle m'a raconté à partir de l'évasion jusqu'à son retour, parce qu'elle était retournée vivre en proximité d'un village Yanomami dans le Haut-Orinoque, là. Donc, là, j'ai eu toute la version complète de sa vie. Puis là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire une histoire, puis essayer de faire un film avec ça. Surtout que j'avais fait des tests avec les Autochtones qui étaient là, des espèces de guerres, en fait, voir s'ils étaient capables de jouer, puis tenir le coup, là. Et je suis revenu très enthousiaste, puis j'ai écrit mon scénario. Puis finalement, il s'est planté partout. Il n'y a personne qui voulait ça. Est-ce que l'intérêt pour l'Amérique latine, là, évidemment, je dis Amérique latine au sens large, j'ai l'impression que c'est très présent chez une génération de créateurs québécois. À la saison 1 ou 2, on avait reçu Dominique Parenteau-Leboeuf avec Julie Vincent qui avait écrit une pièce sur des religieuses québécoises au Chili dans les années 20, dans les années 30. Est-ce que c'est générationnel, cet intérêt de l'Amérique latine? Je ne dis pas qu'on l'a plus, là, mais... Je sais pas. Moi, je sais que je l'ai toujours vu parce que, je sais pas, mais un de mes premiers grands voyages, en fait, j'ai vécu quasiment 1 an et demi en Amérique du Sud. Ah ouais. Fait que, un de mes premiers voyages quand j'avais 20 ans, quand j'étais petit cul, là. Fait que moi, je l'ai toujours eu, l'intérêt pour l'Amérique latine, mais je ne sais pas si c'est générationnel. J'ai aucune idée. C'est sûr que c'était moins loin pour les petits pauvres d'aller se promener dans le sud que d'aller, je sais pas, moi, en Afrique, là, à mon époque. Là, deuxième scénario refusé, L'amour et le pornographe. C'est génial, cette idée-là. Au départ, tout est génial là-dedans. Au départ, c'est un film... Oui, c'est ça. Au départ, l'idée, c'était un long métrage. Là. Proposé à Larry Hagman. Oui, c'est ça. Bon, pour les plus jeunes, Larry Hagman, qui était la vedette, c'était le chien sale dans Dallas, qui refuse. Celui qu'on aimait détester. C'est ça. Il le refuse, et là, vous remaniez ça. Ça me fait... En fait, quand j'ai lu ça, que c'était pour Larry Hagman au départ, je me suis demandé... Bon, c'est venu après, mais ça ressemble un peu à Jimmy Work de Simon Sauvé. C'est cette idée-là de faire un espèce de faux documentaire sur la Hagman, mais... le montrer comme... Non, c'était pas comme le film de Simon. C'était vraiment une fiction. Donc, on partait avec des extraits marquants de la série Dallas. Là.
et à travers lesquels on essayait de décoder la psychologie cachée derrière l'acteur. Là, tu sais. Plusieurs couches. Oui. Et là, c'est devenu une série télé en 10 épisodes. C'est-à-dire que en tout cas, vous l'avez remanié. Après ça, je l'ai remanié pour faire un long métrage complètement fiction. Là. Ouais. Je remplaçais la Hagman par un espèce de personnage qui avait créé un personnage de vampire contemporain. Ouais. Puis qu'en l'écrivant, je me suis rendu compte que ça ne rentrait pas dans 2 heures, mettons, dans le temps. C'est que j'ai commencé à développer des personnages secondaires, et puis ça a donné un projet de série. Ouais. Là, Et qui est, dans le fond, un polar sur la formation d'une équipe d'enquêteurs. Ouais, c'est un polar sur... Ouais. C'est C'est genre l'équivalent de pouvoir faire je sais pas, la genèse, mettons, de Charlie's Angels. Ouais. Mais sans les enquêtes, nécessairement. C'est ça. Ben là, il y en a une enquête qui se fait en même temps parce ouais. qu'ils se découvrent à l'époque, au moment de l'enquête. Ouais. La télé et Robert Morin... Ouais, c'est ça, vous écrivez carrément, on n'était pas fait pour se rencontrer, la télé et vous. Non, puis on l'est toujours. Ah, toujours pas. D'ailleurs, j'ai lu dans une entrevue, vous dites que dans le temps d'Omerta, ils m'ont jamais proposé cette série-là. Ils avaient peur que ça devienne une série avec une voix off ou que je joue dans le scénario. On vous a jamais proposé... On m'a proposé une fois une série, c'était une série sur le clan, comment c'était, les mafieux new-yorkais. Les Gotti? Non, ceux qui ont tué Kennedy, finalement. Là. Il y a plusieurs personnes qui ont tué. Oui, c'est ça. C'est pas clair encore. Mais en tout cas, c'est ceux qui sont les plus soupçonnés d'eux. Puis bon, je lis le scénario, puis bon, les dialogues étaient pourris, puis c'était en anglais, évidemment. Ouais. C'est même moi qui n'ai pas complètement bilingue, je trouvais que on pouvait travailler les dialogues. J'ai parlé au producteur, j'ai dit, on peut-tu... il dit, non, les dialogues, on ne touche pas à ça. Ah ouais. Fait que... Seulement, c'est Michel Poulette qui l'a fait. Okay. Moi, je me suis désisté. Okay. Parce que je me disais, 6 mois de ma vie avec cette gang. Parce que c'était eux autres même qui la produisaient un peu comme, je sais pas moi, les Desmarais quand ils ont produit leur vie. Ah oui. Ça, c'était vraiment les Vous n'auriez pas eu beaucoup de plaisir. Non, je pense pas. Je pense que j'avais pas mal les mains attachées. Je ne sais pas si Poulet a eu du fun, là, mais moi j'en ai. Mais est-ce que ça se peut de faire de la télé avec une certaine liberté ou c'est mission impossible? Ben, ça dépend. Oui, je pense que tous ceux qui en font, j'imagine qu'ils le font avec leur liberté. Là. Ouais. Tu sais, Fabienne Larouche ou tous ceux. Oui, je pense qu'ils sont pas contraints. Là, c'est leur choix artistique, c'est leur choix poétique. Là, on peut dire. Dernier scénario refusé, et là, c'est vous-même qui l'avez mis de côté pour plusieurs raisons qui sont vraiment intéressantes. La grosse maladie, qui revisite l'époque de Jacques Cartier par le regard de 2 jeunes hommes, 2 adolescents, est-ce qu'on peut dire ça? Ouais. Un autochtone, un français, qui sont échangés pour devenir interprètes. Ouais. Et là, vous le dites dans la présentation du projet, vous rêviez de comédiens autochtones, évidemment, de comédiens français qui n'ont aucune idée du climat. Ne serait-ce, et là je vous cite, pour les voir grelotter en temps réel. Oui, bon, voilà. Dans un français du 17e siècle. Ouais. Non, c'était compliqué. Mais en même temps, moi je suis sûr que ça aurait fait un truc bien... Vous l'avez imaginé dans les années 80 d'abord. Oui, c'est ça. Là, ça a bougé. Et là arrive la crise d'Oka. C'est ça. Et là, vous décidez que ça se peut plus. Ben déjà, que ce que j'avais essayé de... j'avais essayé de tâter le terrain avec le synopsis, qui en fait, c'est un synopsis. Ouais. Puis c'était comme, c'est compliqué ton affaire, puis ci, puis ça. Puis quand elle est arrivée à Crise d'Oka, il y a eu toute la série de films qu'Anaïs Ron-Sawin a fait. J'ai fait, wow, tu sais, là, on est dans le même sujet. Pourquoi faire un film d'époque quand la problématique contemporaine existe encore d'une façon encore plus aiguë, à quelque part? Là. Et vous aviez peur aussi que vos intentions soient... À l'époque, donc on parle des années 90, fin 80... Oui, début 90. Là, que vos intentions soient mal interprétées par les gens des Premières Nations ou subir les sanctions... Mais maintenant, ça. Oui, c'est ça. Dans ce temps-là, non. Dans ce temps-là, c'était pas... Non. Mais maintenant, c'est clair que tu t'embarques dans une spin de woke puis de toutes sortes de trucs. Ouais. On va reparler de ça tantôt. Oh oui. Parce que là, il faut revenir... Oui, tout ça, c'est intéressant, mais moi, ce qui m'a passionné vraiment, c'est toute votre réflexion au début du livre sur le scénario, sur l'histoire du scénario, parce qu'il y a ça aussi, sur le financement. Commençons peut-être par... Parce qu'en fait, ça s'intitule « Une brève histoire d'un genre et quelques considérations au sujet de son contexte. Point. Au Québec. Point. En 2021.
Et là, vous vous rappelez, puis j'ignorais ça, au début du cinéma, le scénario, c'est rien. Là. C'est des notes techniques, des croquis. Ouais, ou même rien. Là, même quelqu'un. Tu sais, je veux dire, les Frères Lumière, ils n'ont pas écrit l'arrivée du train. Là, puis bon, même Nosferatu, là, ça a été écrit sur un coin de table. Là, on va reparler tantôt, vous me devancez, vous êtes beaucoup trop perspicace. Et là, le scénario va devenir plus littéraire quand les grands studios comprennent que leur fortune est liée aux millions d'analphabètes de la planète qui ont envie de se faire raconter une histoire. Mm-hmm. C'est ça le cinéma, dans le fond. Ben, c'est comme ça. Non, mais c'est comme ça, surtout à Hollywood, mais en même temps, tous les pays du monde, l'Allemagne, la France, il y a quand même... Le cinéma, ça répondait à une carence culturelle. Oui, culturelle. Une certaine idée de la culture. Oui, c'est ça. Aux États-Unis, plus particulièrement, parce que les États-Unis, contrairement peut-être à l'Europe, c'était un paquet de pecnos qui arrivaient là, qui étaient illettrés, qui étaient des... C'était les déchets de l'Europe, en général, là, au niveau du prolétariat, là, je parle. Le monde allait là parce qu'il était désespéré de vivre en Allemagne, en France, en Belgique, en Suède, whatever. Donc, c'était des illettrés, là, littéralement. Oui, mais non, mais c'est pas dit de façon péjorative. Non. Ne nous écrivez pas à la maison. Mais vous dites quand même que la littérature, dès le début, a été exploitée. C'est-à-dire que, dans le fond, on adaptait beaucoup d'histoires littéraires. Ben oui, des trucs qui existaient déjà. Là, ça a pris un certain temps avec des W.D. Griffith qui écrivent des trucs particuliers pour le cinéma, genre Birth of a Nation. Avant ça, ou même pendant cette période-là, puis même après, combien de pièces de théâtre, de romans ont été adaptés au cinéma puis écourtichés pour fitter dans une heure et demie. Là. Ben, au Québec aussi, les premiers longs-métrages, c'est des adaptations souvent de romans. Les premières séries TV, c'était les Ploufs, le Séraphin. C'était des romanciers. Puis à Hollywood, on va même faire venir les romanciers pour les installer et leur donner une job de scénariste. Faulkner, Hemingway, il y en a plein qui ont été payés par les studios pour produire des nouvelles histoires. C'est ça, des nouvelles histoires. Mais là, vous dites, dans votre livre, arrive le taylorisme, qui évidemment est appliqué dans plein, entre autres, aux usines Ford, mais qui va être appliqué aussi au cinéma et qui va transformer le scénariste en une fonction parmi tant d'autres. Oui, c'est ça. C'est une des composantes. Ouais. Mais là, c'est ça. Moi, vous écrivez aussi, tous les scénaristes ont, à peu de nuances près, le même style, seuls leurs sujets les différencient, et encore là. C'est un peu rude quand même. Je sais que c'est ingrat la position de scénariste, mais si je regarde Billy Wilder et Diamond et Robert Town ou Aaron Sorkin... Non, mais ce que je parle, là, je me suis mal exprimé. Non, c'est l'imprimeur. C'est la faute de l'imprimeur. Non, je me suis mal imprimé. C'est la technicité du scénario. Tu sais, c'est sujet, verbe, complément, pas d'adjectif. C'est ça, là, ce qui différencie. C'est sûr que lis un scénario de Wilder, ça va être différent, mettons, donne mes scénarios dans le sujet. Mais la façon avec laquelle il écrit, il se borne à décrire les images, puis à décrire ce qu'on voit, puis décrire ce qu'on entend. Donc la technicalité je comprends. Ça change pas. Là, parce que tous ont un style. Vous en avez ils ont un style. Est-ce que le cinéaste, tu peux le déceler des styles, mais... C'est difficile à travers une formule aussi rigide que le scénario. C'est ingrat quand même. Oui, c'est très ingrat. C'est essayer de se personnaliser. Tu n'as pas droit aux phrases empoulées. Tu n'as pas le droit de faire du Denis Laferrière. Tu n'as pas le droit de faire du... Tu sais, tu es condamné à juste sujet, verbe, complément, pas d'adjectif, ce que tu vois, ce que tu entends. Mm-hmm. That's it. Et vous rappelez que ce flou, dans le fond, cette imprécision du scénario va servir d'évaluation pour le financement. Et là, vous décrivez toutes les étapes du financement. Évidemment, on a déjà entendu parler, c'est pour la première fois, mais moi, j'ai trouvé que de la façon que vous le décrivez, on comprend très... Moi, je ne verrai plus un film de la même façon, sachant comment vous décrivez le financement, qui est en gros 3 étapes. Première étape, le scénariste propose son scénario à un réalisateur. Donc, il faut trouver un réalisateur. Ou un producteur, là, mais... Mais ça va aller plus vite si on trouve un réalisateur qui, lui... vous amène vers le producteur. Ouais. Mais il arrive souvent au Québec aussi que les réalisateurs écrivent eux-mêmes leurs films. Oui, c'est mon cas des fois. Là, Est-ce que c'est propre au Québec
Parce que j'ai l'impression que dans d'autres pays, la profession de scénariste est bien établie. Est-ce qu'ici, parce qu'on a eu longtemps un cinéma peut-être financé de façon inégale, Non, je pense que je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est lié au mythe de l'auteur. C'est-à-dire cette espèce d'idée implantée par les cahiers du cinéma dans les années 50 que c'est la personne qui écrit et réalise, va récolter du titre d'auteur. C'est bien important d'être un auteur de cinéma. Fait que souvent, les réalisateurs vont vouloir écrire leur film aussi pour avoir ce prestige-là, si on veut. Et là, les gens qui sont uniquement scénaristes, c'est finalement assez rare, je crois. Ailleurs qu'au Québec? Ouais, aussi. OK. Aussi. J'avais l'impression que... peut-être pas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est ça. C'est peut-être encore... mais c'est plus anonyme. Mais effectivement, tu as raison. C'est la notion d'auteur, en fait, qui est la grosse différence, là. Mais ceci dit, au Québec, ça change. Il y a de plus en plus de gens qui ne font que du scénario. Puis il y a des gens qui ne font que de la réalisation. Parce que des réalisateurs qui sont... En fait, avoir dans la même personne un bon scénariste, un bon réalisateur ou réalisatrice, c'est pas donné à tout le monde. Non. On nomme pas de nom, mais des fois, il y a peut-être des films qui en ont souffert. C'est-à-dire que la réalisation prenait beaucoup le pas sur l'écriture d'une bonne histoire. Et c'est deux talents différents aussi, j'ai l'impression. C'est-à-dire être capable de créer une histoire en images, c'est pas la même chose qu'être capable d'écrire un scénario. Puis parfois, on n'a pas les deux talents. Parfois, il faut que ce soit complémentaire. En fait, le réalisateur, c'est ni plus ni moins qu'un metteur en scène au théâtre. C'est ce que c'est. Là, Sauf que souvent, le texte de théâtre peut vivre seul. Le scénario aussi. Tu sais, mettons, Dune de Denis Villeneuve a été faite par 3 autres scénaristes. Denis, c'est un metteur en scène extraordinaire, mais c'est un metteur en scène. C'est pas un auteur dans le cas de Dune. Là, non. Arrive le distributeur qui est central, en fait, pour la concrétisation d'un film. C'est lui, c'est la tête de commandement. Et là, après ça, quand le distributeur est dans la partie, là, on peut aller au financement. Là, on peut aller voir les institutions. Et là, vous décrivez, dans le fond, que il faut que le projet soit accepté autant au provincial qu'au fédéral et que ces institutions-là deviennent une sorte de cour suprême où les projets vivent ou meurent. Oui, c'est ça. Et ils vont engager des gens à l'externe, des conseillers, pour que les projets s'accordent à toutes sortes de considérations. Ça va être l'importance à donner à tel ou tel groupe social, les thèmes à privilégier. Vous dites qu'au gré des élections aussi, ces barèmes-là vont changer. En fait, vous ne donnez pas le goût aux jeunes de se lancer dans l'écriture. On va tout garder ça pour nous autres. Mais est-ce que... Bon, évidemment, vous n'auriez pas écrit la même chose plus jeune, mais est-ce que... Parce que vous le dites, c'est pas une charge non plus, là, en écrivant ça. Non, oui. Mais reste que... Ce procédé de financement-là nous prive d'une diversité de cinéma. Mm-hmm. Vous allez plus loin que ça. Vous dites, pour le public québécois, c'est une humanité... en fait, elle place le public québécois devant des films issus des humeurs d'un groupe très restreint d'individus et rétrécit notre champ de thèmes qu'on pourrait être... qui pourrait nous être proposés. Oui. Je persiste ici. Mais ce qui est intéressant, je trouve, quand vous parlez de diversité, c'est qu'on sent que c'est pas une diversité à la mode, comme en ce moment, où il faut tant de nombre de filles, tant de nombre d'immigrés, etc. Ouais. C'est une diversité artistique. Oui, de vision, c'est différent. C'est ça qui est grave aussi. Non, parce qu'au niveau de la diversité ethnologique, on peut dire, là, c'est là, on est dedans. Là. Il était temps. Oui. Mais je sais pas, moi je trouve que la façon avec laquelle on a procédé, on aurait pu se poser des questions comment y arriver autrement. Là. Oui. Mais bon, on y est là. C'est un peu crowbar. C'est un petit peu crowbar. C'est un peu beaucoup. Un petit peu, puis c'est aussi un peu de façade. Oui, en même temps. Pas toujours, mais parfois. Oui. Et là, vous dites, moi ça m'intéressait, parce que ça je l'ignorais, mais vous dites qu'il y a d'autres considérations qui, plus ponctuelles, s'ajoutent. Le maintien à flot d'une maison de production en difficulté. Donc, des films vont être financés parce qu'une maison de production... encourager une vedette montante sur la scène internationale. On n'a pas de personne. On pense à personne. Non. On n'a pas besoin d'y penser, on les voit. Permettre à un acteur étoile de réaliser un film. Et ça mettait des mots sur... Souvent, je me disais, oh mon Dieu, tiens, lui est rendu réalisateur.
Et bon, là, je l'ai dit tantôt, favoriser le rayonnement d'un groupe social. Et là, vous dites, ça, c'est vraiment fascinant. J'ai reçu des rapports dithyrambiques sur des films que j'ai jamais faits et j'ai reçu des rapports dévastateurs sur des films que j'ai faits. C'est dur. C'est parce que les rapports sont pas décisionnels. Oui. Au bout de la ligne, c'est de la politique, en fait, l'acceptation ou le refus d'un scénario. Là, c'est complètement politique. Ouais. Puis ça vous ennuie? Ben, ça l'a dit, vous avez fait des films, là, mais... Il y a des films... Bon, non, c'est ça, je ne vais pas à me plaindre. Moi, ouais. là, j'en ai fait, j'ai un bon CV. Là. Ouais. Mais ils n'ont pas été faits... La majorité n'ont pas été faits à travers la SODEC ou téléfilms. C'est des films que j'ai faits avec le Conseil des arts, avec l'huile de coude. Là. Ouais. C'est ça, il faut accepter, si on ne veut pas entrer dans ce système-là... Il faut accepter de vivre pauvre. Voilà. Oui, puis de faire des films aussi qui ne seront pas nécessairement portés par grand public ou portés par un budget conséquent. Il faut accepter de faire un truc un peu artisanal. Mais en même temps, Mais c'est ça le cinéma pour moi, c'est du bricolage, essentiellement. Mais est-ce que aujourd'hui, à l'ère, puis vous en parlez, mais je voulais qu'on y revienne un peu plus tard, mais sur l'utilisation du numérique dans le cinéma aujourd'hui qui rend, dans le fond, la disponibilité d'images qu'on n'aurait même pas imaginé il y a quelque temps. C'est extraordinaire, ça. Oui, mais vis-à-vis quelqu'un comme vous qui venez de nous dire que le cinéma, c'est du bricolage. Oui, mais le numérique, là, du CGI, c'est du bricolage. C'est du bricolage de luxe. Oui, mais c'est du bricolage pareil. Ouais. Tu sais, en fait, ce qui est génial dans ce qui nous arrive, c'est la possibilité... En fait, nos limites imaginaires viennent de reculer, là. Ouais. Tu sais, le voyage sur la Lune de Méliès, là, c'est quand même drôle à regarder, puis c'est le fun, puis c'était bon. Mais aujourd'hui, ton imaginaire n'a plus de limites. Tu sais, j'aime beaucoup Melville, l'écrivain. Tu sais, j'imaginais, moi, faire Moby Dick, là, maintenant. Là. Tu sais, imagine les plans que tu peux faire, tu sais, le point de vue de la baleine sous l'eau, le bateau, tu sais, cela dit... C'est extraordinaire, là, tu sais, la possibilité de l'image. Mais vous le dites, reste qu'un film, c'est une histoire qu'on écrit, qu'on raconte. En partant, oui. Mais parce que des films magnifiques sur le plan technologique, on en a eu un puis un autre. Ouais. Si l'histoire n'est pas là, ça se dégonfle très vite. Les Marvel, c'est un bel exemple. Ouais. Ben oui. Ouais. Puis c'est même difficile à concilier. C'est-à-dire que plus on stylise l'image, plus on la fabrique, plus c'est cher évidemment, mais souvent plus on se repose là-dessus aussi. Puis on oublie les personnages, on oublie l'histoire. Si vous aviez eu beaucoup de budget dès le début, on n'aurait pas la même cinématographie d'Herbert Morin. Sûrement. Ben, c'est comme vous auriez fait le dernier Spider-Man, peut-être. Moi, j'aurais pu voir ça. Peut-être. Ça serait malade. Non, mais est-ce que c'est un, sans dire un rêve, mais est-ce que ce serait un fantasme d'avoir accès à tous ces moyens de production qui existent aujourd'hui? Je pense, justement, on parlait de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, il arrive, il peut faire ce qu'il veut en termes de CGI, en termes d'effets numériques. Il peut pas faire ce qu'il veut en termes de scénario, par exemple. Non. C'est ça. Mais mettons, est-ce que ce serait un rêve d'avoir accès à tout ça? Ben oui. C'est un rêve. Ben oui, moi, en tout cas, dans mon cas, c'est un rêve. Parce que si je pouvais bricoler avec les moyens avec plus de broches que de la broche à foin, oui, c'est clair que c'est un rêve. Mais comme tu dis, tous ces moyens-là qui sont extrêmement coûteux, qui sont de moins en moins, par ailleurs, c'est lié à des productions, en fait, à des producteurs qui veulent être sure shot. C'est ça aussi. Qui veulent, on va prendre quelque... On va pas risquer... on va se donner les moyens de ne pas rater notre coup. On va pas essayer de faire la recherche du temps perdu avec du CGI, ce qui serait possible aussi. Là, il y a moyen de faire... Ils vont pas se lancer là-dedans. Avec les madeleines qui sortent de l'écran. Oui, c'est ça. Donc, oui, mais en même temps, oui, c'est clair que... c'est le triple. Ça serait le triple. Vous dites dans la partie essai des scénarios refusés que vos scénarios ont été pensés comme des concepts structuralistes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'est-à-dire, c'est pensé c'est pensé en termes de ce que c'est le structuralisme. C'est-à-dire, c'est pensé en termes de société, en termes de perception culturelle. C'est d'abord pensé comme une structure. Et de la déconstruire, d'une certaine façon. En fait, certains mécanismes. Oui, mais pas structuralisme, structuraliste. C'est-à-dire, le structuralisme, c'est une philosophie, c'est une philosophie socio-politique. Oui. Mais le structuraliste, c'est comme que la structure précède à l'histoire. Oui. C'est-à-dire que
tu décides de faire un film... tu sais, mettons, Yes Sir Madame, c'est un concept où c'est quelqu'un qui se filme lui-même. Oui. Ça précède l'histoire. Oui. Oui. Puis tous les autres films aussi, là, ça a toujours été un concept structurel. Ouais. Plutôt, En fait, c'est que la structure commande c'est ça. comment l'histoire va se déployer. Oui, exact. Ouais. Puis c'est finalement très hollywoodien parce que les Américains, eux, appellent ça le high pitch. Ouais. C'est-à-dire cette idée qu'on peut pitcher un film juste par l'idée qu'il incarne. Ouais, c'est ça. Vous voulez déranger de façon insidieuse les a priori. Ça aussi, c'est dans votre livre. Ouais. Parce que s'il y a une chose qu'on peut dire d'une grande partie de votre cinéma, c'est que c'est dérangeant. Ouais. Il y a même des films que j'ai attendu de voir. Attendu quoi? J'ai attendu parce que j'étais pas prêt. Okay. J'étais pas disposé. Quiconque m'aurait dit ça quand c'est sorti, il n'était pas question que je vois ça. Je savais que c'était too much. Petit Papa Noël non plus. Que j'ai eu. Ouais. Je trouve ça drôle que ça vous fasse rire. Qu'est-ce qui fait Vous êtes content qu'on soit dérangé par... Ben oui, ouais, c'est le but de l'art. En fait, oui. Il n'y a pas d'autre. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment être bousculés constamment. Moi, j'aime ça, en tout cas. Mais moi, oui, mais pas constamment. Moi, oui. Parce que je suis un grand sensible. Mais ça doit vous ennuyer. Derrière... Moi, je suis autiste, légèrement autiste. Mais ça doit vous ennuyer un peu, alors, l'art actuel, parce qu'il n'y a pas... La subversion, elle n'est pas au cœur de ce qu'on fait. En tout cas, pas du cinéma. Non. En littérature, un peu plus, là, ou en musique. Mais non, au cinéma, c'est un art qui coûte tellement cher que c'est un art qui est monopolisé par une industrie qui veut faire de l'argent. Là, mais est-ce que c'est ça le piège? Dans le fond, vu que c'est un art qui coûte cher, on va pas là du tout. Et que dans le fond, ça prend du broche à foin. Pour en tout cas, pour faire du dérangement, là, comme tu dis. Oui, c'est ça. Tu peux le faire juste avec du broche à foin parce que si tu fais appel aux structures de financement actuelles, ils vont pas se lancer dans Ils l'ont déjà fait, mais tu sais, moi, par exemple, dans mon cas ou dans le cas de certains cinéastes, ils vont mettre de l'argent dans nos projets, mais à concurrence, mettons, d'1 million, mettons, là. C'est jamais, mettons, Denis Côté ou moi, on pourrait avoir 5 millions pour faire ce qu'on fait habituellement. Même Infiltration, c'était pas un plus gros, c'était un plus gros budget quand même. Oui, mais c'était c'est pas si dérangeant que ça. C'est un film à 2 millions. OK. Non, mais c'est pas... Non, mais c'est pas 5, là. C'est ça. C'est pas le film moyen que tu as au Québec, c'est entre 4 et 5. Là, puis Infiltration, c'était quand même pas... bon, tu sais, c'est un film d'acteur, là. C'est une pièce de théâtre. Oui. Vous dites que votre inconscient déverse des choses dans vos scénarios à votre insu. Ben, comme tout le monde, là. Je sais pas. Ton inconscient. Je pose des questions. Mais non, mais attendez, c'est intéressant. Dans ton blog. Non, c'est très conscient, au contraire. Peut-être trop, des fois. Je sais pas. Non, mais c'est quand même intéressant parce que pour avoir médité il y a quelques années, là, je le fais moins parce que c'était vraiment quelque chose qui m'a aidé à cette époque-là de ma vie où on apprend, avec la pleine conscience, à se détacher de l'automatisme de nos pensées. Créativement parlant, ben, il faut faire l'inverse si on veut laisser l'inconscient se déverser. Là, c'est de l'ego, alors que la méditation tend à détruire l'ego. Ben, pas le détruire, mais le mettre à distance. Ouais, c'est ça. Ben, Et... idéalement, tu le détruis. Là. Oui, non, je suis pas rendu là. Les bouddhistes, là, ils sont... Oui, mais je suis pas rendu là. Non, j'ai arrêté de méditer d'ailleurs, mon ego va très bien. Il y en a un qui parlait beaucoup d'inconscient aussi, de pulsion, etc. C'est Lynch. Ouais. Et justement, je me souviens d'avoir lu un truc de lui où il disait que au début, quand il était intéressé par la méditation, il y a quelque chose en lui qui reculait parce qu'il avait peur que ça... De perdre. C'est ça, de perdre cet accès à l'inconscient. Comment est-ce qu'on y a accès à comment on le laisse sortir? C'est quoi, par exemple, votre routine d'écriture ou de travail? J'ai absolument pas de méthode, moi, en fait. Ah non? J'en ai zéro. À part de me dire, bon, j'écris 4 heures par jour, là, tu sais. Ben, c'est quand même... Mais non, mais de méthode, je pense,
pour aborder des sujets. Tu sais, Lynch, sa signature, tu peux la voir à travers son œuvre. Moi, mes films, là, tu peux pas. C'est pas le même auteur. Non, non, du tout. C'est vrai. Et c'est ça fonctionne. Tu sais, l'impulsion, là. En fait, je pense que le seul devoir d'un auteur ou d'un artiste, c'est d'être fidèle à ses impulsions, à ses inspirations. Et de ne pas essayer de... Il y a beaucoup d'artistes qui sont devenus poches, comme Picasso. Ben, on va prendre un grand, là. Parce qu'à un moment donné, sa signature était payante, son style était payant, il l'a exploité jusqu'à... Il s'est cantonné là-dedans. Il s'est cantonné. Alors que la vraie responsabilité d'un artiste, là, parce que c'est quand même une permission extraordinaire qu'on se donne, là, c'est de vivre à produire quelque chose qui sert à rien. Là, tout à fait. C'est un grand luxe. C'est un grand luxe. Ouais. Et bien, la seule responsabilité, c'est d'être complètement fidèle à notre inconscient, à nos pulsions. Enfin, moi, je me lance dans un projet. Des fois, c'est pas suite à une émission de TV que tu regardes. D'autres fois, c'était écouter une musique. D'autres fois, c'est quelque chose qui m'arrive. D'autres fois... Partez pas. Est-ce que le fait divers, je sais que François Truffaut, tous ses films... C'est des faits divers, ouais. Ça part de faits divers dans les journaux. Ouais. Ben, moi, ça t'est arrivé. Là. Ouais. Mais c'est pas systématique. Vous parlez de pas se cantonner dans notre signature. Vous parlez de Picasso, la peinture. Je sens que la peinture. Ouais, hein? Ouais, j'en fais encore. Est-ce que vous avez commencé ça plus jeune? Parce que j'ai l'impression que souvent, c'est quelque chose qu'on commence dans l'automne de notre vie. 5-6 ans, là. Pas vrai? Avec ma mère. Ouais. Ah ouais? C'est drôle parce que je veux pas faire de comparaison boiteuse ou non, mais moi, je suis un grand fan de Plume la Traverse, qui, je trouve, a certains parallèles à faire avec vous. J'ai vu un spectacle de lui en octobre l'année passée. C'était extraordinaire. À la Place des Arts? Non, il jouait je sais pas, c'était... Ben, c'était son dernier. Il était tout seul sur scène avec un guitariste. Ah oui, là. oui. C'était Verdun, je pense. En tout cas, dans ce coin-là. Ouais. Moi, je l'ai vu. Je vais le voir. Moi aussi, je suis un fan. Ah ouais, hein? Mais ça m'étonne pas. Moi non plus, ça m'étonne pas. Mais lui aussi, il l'a toujours dit. En fait, moi, je suis un peintre qui fait de la chanson. Ouais. Ça. Et c'est comme ça, chaque chanson, il les entrevoit comme un tableau. Brel était comme ça aussi. Pourtant, Brel... Ben, c'est des concepts, ces chansons-là. C'est des concepts. Mais je dirais que les comparaisons s'arrêtent parce que Brel est très expansif émotivement. C'est pour ça que il m'interpelle moins. Non, mais c'est quand même des images. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Mais Plume, ça aurait pas été un personnage extraordinaire pour un de vos films? Il en a fait un. Il a fait Orage électrique. Dans les années 70. Je sais pas. C'était un drôle de film, semi-fiction, semi-bio, en Gaspésie, mais... Ça marchait pas tant que ça? Non, okay. Non. Ça se peut. On n'est pas bon dans tout. Là, non, effectivement. Mais juste pour revenir à la peinture, vous faites pas d'exposition, vous gardez ça pour c'est-à-dire que vous? Non, en fait, quand je dis que je fais encore de la peinture, c'est de la peinture électronique. Là, je travaille avec beaucoup avec Photoshop et des trucs comme ça à partir de photos, mais ça ressemble. Enfin, mais je vais faire une rétrospective photo l'année prochaine. Ça fait que c'est ça, là. Je travaille là-dessus, présentement. La littérature, parce que Hélène l'a dit, vous écrivez, c'est vraiment bien écrit, les scénarios, évidemment, mais vous avez un essayiste en vous. C'est vous qui le dites. Non, vous pouvez me tutoyer. Ouais. Mais est-ce que la littérature, c'est quelque chose qui vous interpelle plus en vieillissant que le cinéma? Parce qu'on sent que c'était quand même important. On sent un plaisir d'écrire. Oui. Okay. Oui. J'écris souvent. Puis... Et vous êtes là un grand lecteur, j'imagine. Oui, je lis beaucoup. Ouais. Mais dire que je voudrais faire de la littérature, c'est-à-dire du roman... Non, j'y ai pensé déjà, mais j'ai fait... je suis bon à faire des scénarios. Oui. Non, je voulais pas induire que... J'aime l'idée de développer des scénarios. Même s'ils verront pas le jour. Parce que même vous le dites dans votre livre. Verront pas le jour. J'en écris 5 présentement de front. Une toute petite question. En fait, on a parlé de votre plaisir à écrire, du plaisir à imaginer, à triturer la forme. Mais est-ce que vous aimez ça, les tournages? Est-ce que le moment du tournage, c'est agréable aussi ou c'est plus un passage obligé? C'est une drôle de question. Merci, Hélène. Plaisir. Non, mais parce qu'à force de parler avec des cinéastes, il y en a beaucoup qui me disent moi j'aime le montage, c'est leur période préférée. Il y en a d'autres qui, je sais pas, je me questionne là-dessus. Je trouve ça difficile, les tournages. C'est le moment où tu sais
En fait, le cinéma, la partie de tournage, c'est l'art du compromis. Là. Ouais. Le scénario, c'est l'art de la liberté. Donc, le choc entre C'est la décroissance, ça, je disais ça. Que vous dites, c'est décroissance la après décomposition. décroissance. Non, c'est ça. C'est difficile à assumer, ça. De dire, OK, là, à partir de maintenant... Avec les moyens qu'on a. Avec les moyens qu'on a, on s'en va en descendant. Là, Ouais. On s'en va en compromettant ici, en compromettant là. Oui, c'est toujours difficile, ça. Puis le rapport aux acteurs. Diriger les acteurs. Ça, j'aime ça. Ouais. Ça c'est le bout le fun, en fait. Là, ça. Puis, pas tenter encore des rigs de caméra, puis d'éclairage. Puis... Mais les acteurs, ouais. Au début, j'aimais pas j'aimais pas les acteurs. Puis je faisais seulement des films, d'ailleurs, avec du monde qui n'était pas des comédiens professionnels. Ouais. Mais moi, j'ai appris à aimer ça, les acteurs. Puis, ouais. Referiez-vous des amis acteurs maintenant. Ben, vous-même, vous faites l'acteur aussi de temps en temps. Oui. Bouche-trou, là, ouais. Oh. Non, alors. Mais ouais, non. Les policiers, moi aussi, je vois beaucoup de policiers dans ma formidable carrière d'acteur. Et on vous retrouve, policier. Non, mais j'ai déjà fait des films au complet. Ouais. Mais parce que je ne pouvais pas me payer un acteur, justement. Ah ouais? C'est le journal d'un coopérant. C'est juste pour ça. J'avais engagé quelqu'un d'autre. Là. On fait des noms. Mais, on fait des noms. J'avais pensé à Alexis Martin. Ah ouais. Mais bon, tu sais... Mais est-ce que le fait pas que... payer, ça. Parce que là, il y a quand même... Il y a 3 affaires là-dedans. Il y a diriger des acteurs professionnels, que vous savez leurs possibilités parce qu'ils ont un métier. En fait, je les dirige pas. Là. Ben, un peu... non, je les laisse donner... Y a-t-il beaucoup d'improvisation? Non, c'est pas de la... Non, mais dans certains films, on sent qu'il y en a. Un bon acteur, là, il prend mon texte, puis je leur dis tout le temps, donne-moi ta meilleure shot. Là, okay. Si j'aime pas ça, je vais te le dire. Là. Okay. Donc, c'est pas vraiment dirigé, ça. Non, je comprends. Ça arrive après leur shot que je fasse, tu pourrais-tu rajouter ça ou enlever ça? Ouais. Mais c'est pas de la direction d'acteur comme tel. Il y a comme, dans le sens que je prends pas en charge de la pâte molle pour la façonner. Pas Kubrick, là. Non. Puis même chose pour tous les gens qui travaillent sur un plateau. Là, des acteurs photo, tu dis, regarde, moi je le vois, vas-y, là, mais si j'aime pas, je vais te le dire. Mm-hmm. Tu t'engages pas comme Falardeau. Pierre, il me disait, tu t'engages pas un top violoniste à l'orchestre symphonique. Puis il disait comment jouer. Il disait comment tenir son archet. Là, Votre rapport avec Pierre Falardeau, parce que on va en parler tantôt, mais je trouve qu'il y a des choses, il y a des parallèles à faire, puis il y a des trucs, vous êtes complètement ailleurs. Étiez-vous des frères d'armes dans le milieu du cinéma, étant les deux, j'imagine, qui ont eu le plus de scénarios refusés auprès des institutions? Non, on était des amis. En fait, des amis, on s'est pas vus si souvent que ça, mais on avait bien du fun quand on se voyait. T'sais. Mais non, autant en termes de cinéma, on était aux antipodes. Là, Non, mais il y a quand même un amour, je trouve, des pokés, des gens qui sont souvent mis de côté, pas mis de côté comme des junkies, par exemple, mais souvent des gens qui sont juste un peu dans la marge et qui ont... Mais on n'est pas seuls, on n'était pas là, tu sais, Forcier. En fait, tous les cinéastes de ma génération, ils ont fumé des pokés, puis des foqués. Parce que le Québec était poké. Toute l'histoire de la cave, de la coop vidéo, on a fait des pokés. C'était un peu comme notre marque de commerce au Québec. Là, ça a changé. Là. Ça a disparu on fait des yuppies. Mais la société a changé. Le Québec a changé. Oui, c'est ça. Oui, mais les pokés, c'était pas la marque de Falardeau ou de moi ou de Forcier. C'était un truc d'époque. C'était comme pas mal d'époque. Tiki Touga, ça passe à tous ces films-là. La coop vidéo, j'aimerais ça qu'on en parle parce que vous avez participé à la fondation. Oui. Le contexte... C'est quand même un ovni. Ben oui, on peut dire ça dans le paysage. Ben, en tout cas, à sa création, c'était un ovni quand même dans le paysage. Oui. Ben, c'était simple, notre affaire. C'était pas idéologique. Là. C'était à l'époque des gens, des marxistes qui avaient noyauté le vidéographe. Puis, on n'était pas dans cette lignée-là. Mais attendez, moi j'aime ça parce que là, on revient à Moi, j'aime ça parce que... Tu sais, la balado, on va l'envoyer dans l'univers. Mais elle va rester. Oui. C'est un document audio qui reste, pas la radio en direct. Oui. Parlez-nous du vidéographe.
qu'est-ce que c'était? Là, vous dites que ça a été noyauté. À l'époque... le vidéographe, quand ça a été créé, c'était une expérience extraordinaire. En fait, ça permettait à plein d'enfants puis de jeunes dont les parents n'étaient pas riches, mais qui voulaient faire des vues, d'avoir accès à des Kodak. Puis, puis graduellement, c'est ça, c'était l'époque, c'était l'époque. Puis là, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'est des années 60, début des années 70. Là, aujourd'hui, on peut faire un long-métrage avec un iPhone, mais il faut quand même se rappeler comment c'est important l'accès à des caméras dans les années 60-70. En 70, la seule façon de faire un film au Québec, c'était soit de rentrer à l'ONF, alors que tous les jobs étaient déjà pris par Arcan et compagnie, soit d'avoir un papa riche. Oui. That's it. Ouais. Ça faisait pas beaucoup d'options. Non. Puis il n'y avait pas de SODEC, pas de Conseil des arts, pas de ci, pas de ça, pas de ça. C'est que, quand la vidéographe est arrivée, ça a permis à plein de monde d'avoir accès à de l'équipement de tournage, parce qu'il n'y avait pas d'équipement de montage à cette époque-là. On ne pouvait pas monter nos vidéos. Là, on les envoyait. On les tournait, on faisait le montage dans la caméra. Ah ouais? Wow. Shit. Après ça, il y a eu des inventions qui sont venues compléter ça. Là, mais, donc, c'était extraordinaire pour plein de monde. Et là, les marxistes sont mis les marxistes, enfin, toutes sortes de collectivités politiques. Mais ça a été récupéré. Ça a été assez récupéré. Ouais. Et assez qu'à un moment donné, il y avait des comités de lecture qui refusaient tes scénarios encore là. Ouais. C'est que nous autres, on s'est dit, on va se faire une coop, on va s'acheter notre propre équipement, puis on va essayer de survivre avec ça, parce que c'est ce qu'on a fait. Nous autres, on s'imaginait qu'on allait faire des films que la télévision allait acheter pour se faire chier sur la tête. Mais finalement, on a réussi à survivre en faisant des films pour le ministère de l'Éducation, des corpos éducationnels, le nouveau programme de français, le nouveau programme de mathématiques. Si la coop était créée aujourd'hui... Fait que ça existe, ça, quelque part, tourné par Robert Morin. Oui, le nouveau programme de géographie, Ah, mais si un de nos auditeurs ou une de nos auditrices peut mettre la main là-dessus. Bonne chance. Ah, ça serait chouette. C'est sûr que ça existe. Ben oui. Mais c'est sûr qu'on va avoir quelqu'un qui va dire oui, mon nom. Oui, c'est ça. ça. Génial. C'était destiné aux professeurs. C'était pas... c'est ça, on a survécu, là, grosso modo, en faisant ça. Puis, à travers ça, on avait des bourses du Conseil de à cette époque-là, il a commencé à avoir de l'argent au Conseil des arts du Canada pour faire des vidéos. Est-ce que c'est l'époque, moi j'ai entendu ça de diffuseurs au théâtre là, qui ont un certain âge qui me disaient « Ah non, moi à 20 ans, là, le fédéral nous donnait une subvention de 15 000 $, puis on passait l'été à développer un projet. » Puis on n'avait pas d'obligation de résultat après. C'était vraiment... c'était les chantiers jeunesse. Ça se peut-tu? Mais nous autres, c'était pas ça. C'était carrément... Ils ont développé... ils ont mis sur pied en 72, 13, je pense, un programme de production vidéo. OK. Fait qu'on montait des budgets, on pouvait avoir jusqu'à 4-5 000 $ là, pour faire un film. Là, est-ce que la vidéo... Évidemment, qui était plus accessible que la pellicule. Il y avait cette idée-là. Ouais. Jusqu'à quel point ça devient un médium en soi? Parce que... moi, dès le départ, au niveau visuel, pour moi, je trouvais ça plus intéressant que le film. C'est que c'est le grand, c'est quoi? L'imprécision. On peut pas tout faire. L'imprécision de cette image-là. Le côté impressionniste. Puis quand la couleur est arrivée, c'était cette espèce de fluorescence. Ouais. Non, moi, en tant que je venais de la peinture, pour moi, ça me parlait plus que le 16 mm ou le 35. Fait que c'est pas un dépit, la vidéo. Non. Enfin, au départ, la première fois que tu vas chercher une caméra au vidéographe, tu fais... Ou la première fois que tu en vois un. C'est bizarre, ça, là. La première fois que tu en vois un aussi. Mais c'est sûr que là, tout le monde rêvait de faire du 16 minimum, là. Mais vite, j'ai comme moi, OK, c'est ça, ça va être ça. Mais ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure, le côté fabriqué, artisanal. La vidéo, ça amène ça aussi. C'est comme mes premières vidéos, en fait, j'avais pas mal tout le temps le même concept. Là. C'était un loser qui fait ses propres films. C'était mon vrai cas aussi. Cette image un peu dégingandée, ça correspondait à mes concepts de départ, là, soit un jeu au cinéma. Là, fait que ça a aidé. Puis graduellement, c'est ça, j'y ai pris goût. Puis c'était le fun. Je vois que ces images un peu baveuses. Là, Puis surtout, la possibilité, il y a beaucoup de films que j'ai faits à cette époque-là avec beaucoup de vidéos avec des gens qui n'étaient pas des acteurs professionnels. Donc, on pouvait avoir du feedback instantané sur le plateau. Souvent, le feedback les a amenés à dépasser leur jeu.
C'est-à-dire dépasser leur jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils se voyaient, contrairement à un acteur de formation qui se voit, qui fait « OK, mais je vais descendre un petit peu mon jeu Ouais. », les amateurs, eux, le boostaient. C'est le contraire. Et c'est là que leur performance devenait sociologiquement importante ou ethnologiquement intéressante. Ouais. Là, tu sais. Parce qu'ils projetaient des clichés d'acteurs qu'eux autres valorisaient ou de... Ils adoptaient des... Donc, il y avait un côté recherche là, que la vidéo permettait de se faire, que le cinéma, avec le développement, puis les copies de travail, tout ça. Donc, puis c'était malléable aussi. Si ça ne marchait pas, c'était pas bon, tu l'effaçais. Et ça, ces films-là, on peut les voir. Je vais le dire plus tard, là, puis on va le mettre sur la page Facebook. Il y a un coffret que la coop a. Un vidéographe. Voilà. Vidéographe qui est le coffret. Ah oui? C'est le vidéographe qui distribuait ces premiers films-là. Et qui distribue encore, d'ailleurs. Okay, mais peut-être que la coop... Non, moi, je l'ai acheté sur la coop. OK, parfait. On peut l'acheter. C'est 1976, 1997. Ouais, c'est le gros coffret, quand même. Mais ça, vous avez aucun contrôle sur la distribution? Non. Ça, c'est j'en veux pas non plus. Non, mais je veux dire, parce qu'il y a des films que j'ai pas pu trouver carrément. Non, ça, je le sais. Il y a beaucoup de compagnies qui ont fait faillite. Il y a beaucoup de compagnies qui ont été rachetées. Il y a des... Tu sais, Journal de Coopérant, là, je sais pas où je peux le trouver. Ben, je peux te le passer. J'aimerais ça. Ça peut être ça, mais... La coop doit avoir ça, par exemple. Non, parce que quand tu vas sur le site, il y a des films que tu peux louer, acheter. Moi, je les ai achetés, mais parce que je les voulais, mais tu peux les louer. Et il y en a que tu peux pas du tout. C'est peut-être que parce que c'est des films qui ont eu des sous des institutions. Journal Coopérant, j'avais eu comme, je pense, 700 ou 800 000 $ pour faire ça. Ça fait que peut-être que quand ça appartient... Mais moi, je trouve ça quand même problématique. Je vais donner un exemple. Pour une autre émission... Tous les films au Québec, c'est problématique. On devrait avoir un patrimoine. On devrait avoir un Netflix national. Et je pense pas que ça devrait être entre les mains de Québec. En tout respect pour Éléphant. Oui, mais sauf que c'est les seuls à le faire. Puis d'ailleurs, il y a Sœur Madame vient d'être restaurée. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Vous aimez ça qu'on refasse, qu'on le remette beau, alors qu'on vient de dire justement ce que vous aimez, c'est l'imperfection. Ils l'ont pas mis beau à ce point-là. Ça a été tourné en 16 mm avec des bouts en vidéo 3/4 de pouce. Il y a des limites. Il y a des limites à embellir une vieille affaire. Est-ce que vous supervisez ces restaurants? Oui, OK. Ça se passe avec votre accord. OK. Bon, là, on va trop vite. Oui, pardon. Je vais faire entendre quelque chose parce que ça reste central dans tous vos films. Bon, là, Robert Morin fait des drôles de faces. C'est la trame sonore de Nosferatu, qui est le point zéro de votre fascination pour la monstruosité, pour les monstres. Pour le cinéma, même. Oui. Ah ouais? Ah ouais? Moi, avant Nosferatu, j'étais un petit cul qui regardait du cinéma américain, puis des westerns, puis... C'est quand la découverte de Nosferatu? Ça s'est passé au collège. On avait un cours de cinéma qui était optionnel, puis ça nous permettait d'avoir un peu de congé, puis de regarder des vues, de faire de la physique et de la chimie. Là. C'est ça, il y a un là, vous êtes au collège, c'est-tu le collège classique? Oui, collège au séminaire de Saint-Hyacinthe. Ah! Êtes-vous mascoutin? Oui. J'ai été mascoutin une dizaine d'années. C'est mon hood. Ah ouais? Ouais, je suis né là. C'est ça, vous en parlez souvent. Oui. Ah bon, OK. Il semblait! Bon. La diaspora mascoutaine. Voilà. Ils sont partout. Donc, c'est ça, il y a un prof qui nous a appris à lire des films. C'est-à-dire à lire, à décoder. Qui est arrivé avec justement... Nosferatu, toute la cinématographie de Murnau, Le Dernier des Hommes, etc. Là, les premiers Godard. Wow! C'est que c'est ça, non? Et Nosferatu, pour moi, ça a été le déclencheur de OK, il y a quelque chose à faire avec du cinéma. Qui est un film en 1922? Je pense, dans les années 20, disponible sur Criterion. Pour les gens qui sont abonnés à Criterion, il est encore là. C'est un film muet. C'est un film... Oui, c'est ça. Puis la monstruosité... Par extension, c'est un personnage extraordinaire. Nosferatu, c'est un personnage dominant en même temps. C'est vraiment... Bon, et puis je me suis rendu compte avec le recul que spontanément, tous mes films sont comme des films de monstres. Tout à fait. C'est des monstres sociaux, souvent. Des monstres... c'est pas des monstres c'est pas des... Non, c'est pas des aliens. C'est pas des bébites. C'est pas des bébites. Comme dirait mais c'est des monstres. C'est des gens que la société considère comme monstrueux dans le sens qu'ils sont pas comme eux autres.
tu sais. Ah, mais ça va plus loin que ça, moi, je trouve, parce que parfois, il y a ces monstres-là. Pensons au Le journal d'un coopérant. Oui. Ouais. Ça, Ben, c'est qui pas... compte- c'est le pire monstre. Enfin, c'est... Oh, il est quand même... Ouais. Il est dégueu. Ouais. Ouais. Mais c'est un monstre. Oui, là, oui, c'est ça. C'est un... Puis, ils sont pas mal tous comme ça, mes personnages. Là, tu sais. Requiem pour un beau sans cœur, Ouais. basé sur l'histoire de Richard Blas, mais Ouais. librement inspiré. Très, très. Oui. Vraiment. Oui, mais reste... Papa à la chasse aux lagopèdes. Oui. Fraudeur. Ouais, ils sont là. Ils sont tous là. Les junkies de... Bon. Ouais. Ah oui, quand tu te mets les passants Et le problème... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une gradation. Le problème d'infiltration, c'est que, dans le fond, on a tous un monstre en nous. Oui. Il y en a qui le laissent vivre plus Il y que d'autres. en a qui en ont un plus gros que d'autres. Oui, mais c'est ça que ça dit, dans le fond. Oui, non, mais il y a aussi dans... Tu sais, le cas un problème d'infiltration, c'est un peu un film à part. Oui, c'est un monstre, mais c'est un monstre psychologique. Enfin, les autres monstres, la majorité que j'ai fait, c'est des monstres sociaux. C'est-à-dire que c'est des gens que la société considère comme monstrueux. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'ils tombent hors normes, Oui. si on veut. Là, Oui. Alors que dans le cas de journal, ben, c'est comme... C'est un psychopathe. Là, Oui. Puis bon, le journal L'Incompérent aussi, c'est un pédophile. Vous dites et ça, je veux vous entendre parce que vous dites que le cinéma, en fait, la création d'un monstre, c'est un des grands privilèges du cinéma. Oui. C'est une fonction qui le distingue de la photographie, du théâtre, de la littérature, alors que des monstres, il y en a dans des romans. Bon. Et dans le fond, vous, ce que vous trouvez qui est puissant avec le cinéma, c'est qu'on voit la transformation. C'est ça. On voit la métamorphose. En fait, le cinéma, c'est la seule particularité de cette forme d'art-là par rapport à toutes les autres, c'est d'être capable d'enregistrer des transformations. Ouais. Et, et ça, c'est fascinant, d'être capable de construire une transformation. Ouais. Vous n'êtes pas allergique aux chats? Parce que, non, j'en ai un. Il y a Léon Trotsky vient de se joindre à la conversation. On va peut-être l'entendre se frotter sur... Moi, j'en ai un qui s'appelle Gratis. Il a écouté, je l'ai trouvé. Je vous dirais que Léon Trotsky a coûté 1200 $. Alors, oui, OK. Ouais, mais c'est un Sibérien parce que je suis allergique. OK, bye. Chat de luxe. Bye. Mais c'est intéressant cette idée de filmer ou de montrer la transformation parce que souvent, le film de monstre est lié à la peur. Mais la peur, quand on montre, on se... Mais les bons films de monstres sont pas liés à la peur, sont liés à la métamorphose c'est de quelqu'un qui est bon en mauvais ou de quelqu'un qui est mauvais en bon. C'est ça, pour moi, les vrais bons films de monstres. C'est pas juste... C'est ça, exact. En fait, c'est le film de peur. C'est différent. Ouais. Le film de monstre... Mais souvent, on a perverti un peu l'idée de film de monstre. C'est lié à l'idée de la peur, alors que dans le fond, le monstre, il est humain, quoi. Il est bêtement humain. C'est Dr. Jekyll, Mr. Hyde, c'est un bel exemple. Là. Mais il y en a plein de bons films ou de beaux films de monstres qui sont... Dans le fond... McLaren faisait des films de monstres d'une certaine façon. Il filmait des transformations pures. Là, les voisins? Les voisins. Attends, sur la question du monstre, est-ce que la pandémie, ça vous a inspiré? Parce que non, mais ça a l'air vaste comme ça, mais je trouve que ça a révélé une part de monstruosité. Oh, on se fait attaquer par le chat, là. Léon est très intéressant. Léon aime beaucoup le cinéma. En fait, je pense que Léon aime beaucoup Robert Morin plus que son cinéma. Il singe un chat aussi. Oui, il aime les monstres. Mais c'est ça. La pandémie, non? Oui, je trouve qu'il y a une monstruosité qui s'est révélée au cours des 2 dernières années dans l'humanité. Puis même l'arrivée de Trump, les conspirationnistes. C'est un bon monstre pour un cinéaste. Donald Trump. Oui, c'est un... Mais il s'est pas transformé. Il a tout le temps été comme ça, en fait. Non, il s'est transformé. Dans les années 80, c'était un sympathique millionnaire c'est vrai. qui était divertissant. Oui, les romans de, comment il s'appelle, American Psycho. Là. Oui, Bret Easton Ellis. Il montre comme un gars, un playboy débonnaire. Tout à fait. Ouais. Mais ça, est-ce que la pandémie est venue titiller votre inconscient? La pandémie m'a fait écrire un scénario de long métrage, de série en anglais que j'ai essayé d'envoyer, que personne n'a été refusé en partant. J'ai écrit une espèce de... J'ai essayé de faire une espèce de prospective sur une dizaine d'années suite à la pandémie, d'une pandémie plus grave où il meurt plus de monde. Là, puis de voir... ce qui sera la prochaine, probablement, pandémie. Ça se passe dans un think tank, les gens aux États-Unis qui se regroupent. Et c'est ça. Ça m'a inspiré ça déjà, là, mais ça
ça n'a pas donné. En fait, il y a personne qui... Les gens à qui je l'ai montré ont fait... Ah, bon. Ça coûte trop cher. Puis comme je l'écris en anglais, parce que ça se passe à Washington... Ça donne pas accès à plus de financement de présenter un film en. Ben, j'ai essayé. J'ai essayé de l'envoyer à Netflix, à tout le monde, puis j'ai pas eu de nouvelles. Fait que, à un moment donné, j'ai abandonné. OK, moi j'ai envie de rentrer dans certains films. On l'a fait un peu, il a touché, mais là, j'ai subdivisé un peu, c'est vous qui l'avez fait dans une entrevue. Vous dites que vous avez fait trois genres principaux de films. Les films avec du vrai monde. Et là, je vais vous envoyer tout un extrait parce que ce film-là, en tout cas pour moi, il est particulier. Kim Doc, il parlait, c'est que avec Guylaine, tu vois, des fois, il dit que je l'aime. J'ai peur que notre union aille jusqu'au mariage, puis j'ai surtout peur qu'on ait des enfants, que les enfants qu'on va avoir soient comme moi, tu sais. Parce que je voudrais pas que mes enfants aient le même problème que j'ai eu. Je rêve à une vengeance, tu sais. Mais dans le fond, ça va être dur, tu sais. Faire ça, je suis à moi-même, tu sais. Que je suis bon. Si un jour je devais faire une erreur, ce sera pas de ma faute. Prends-tu un break? S'il te plaît. Alors, toi, t'es-tu loqué? Ouais. Vous n'êtes pas le seul réalisateur, de ce que je comprends dans le générique, il y en a plusieurs. Ben, à cette époque-là, on était un peu communistes. Là, fait qu'on écrivait, les noms de tout le monde. Parce qu'en fait, il y a des suggestions de scènes qui venaient carrément des gens avec qui je tournais. Là. Donc, c'est l'histoire. C'est l'histoire. En fait, est-ce que c'est un film de fiction ou c'est un... Parce que, évidemment, la vidéo, souvent, donne cette impression de documentaire. Ouais. Vous n'en avez pas fait vraiment, du documentaire? J'en ai jamais fait. Bon, alors, vous répondez à Pourquoi, mais d'ailleurs? Attendez. Cela dit, ce film-là, on suit un gars de 24 ans qui est une petite personne, un nain, dans sa famille. Son frère est grand. Son frère est... plutôt normal, oui. Oui. Et s'inquiète... En fait, aimerait être amoureux. S'inquiète de son rapport aux femmes. Ses parents... Son père est lutteur nain, à l'époque où c'était accepté. Moi, je m'en rappelle, au centre Paul Sauvé, le dimanche matin, il y avait des nains qui luttaient. Ouais. Mais c'était son père, probablement. Oui, probablement. C'est pas un documentaire, mais... Mais ça se passe dans un milieu... On n'est pas loin, quand même. Ça se passe dans... C'est de la fiction documentée, en fait, que je faisais. Là. Voilà. Ça se passe dans un milieu, c'était chez eux, là. Ouais. Mais la structure, si tu veux, narrative, était comme fabriquée avec eux, là. Ouais. À partir de leur vie, quand même, là. Tu sais, on les remettait en situation dans des contextes qu'ils nous avaient racontés, rejouer des scènes. Ouais. Est-ce qu'il y a un aspect je dirais thérapeutique, c'est peut-être pas le bon mot. Non, mais j'imagine que ça fait du bien de jouer son propre rôle, bien qu'on sait que c'est de la fiction, puis qu'on exprime, parce qu'on le voit, la scène que j'ai choisie, il est quand même au bout. Là, il est dans une brasserie, c'est un concours talent show, c'est une naine qui emporte le prix. Ouais. On ne sait pas si elle trouve cute ou non. Il y a un kick dessus. Oui, en tout cas, c'est ça. Parce qu'il y a un kick avec une fille, mais c'est pas clair c'est qui. C'est elle, parce qu'il dit « J'ai peur qu'on ait des enfants comme moi. » Ouais. Puis là, il est très émotif. Il demande de fermer le Kodak. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu sais, il y a comme des moments où, comme ça, c'est une partie assez documentaire, là, parce que c'est pris sur le vif, mais il y a d'autres bouts, c'est carrément... c'est rejoué, ou c'est même moi qui leur disais, non, gars, là, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Est-ce que c'est difficile de pas faire du documentaire au Québec à votre époque, alors que le cinéma direct a tellement marqué et le Québec, mais a fait sa marque ailleurs? Est-ce que ça a été difficile de ne pas choisir cette voie-là, ou au contraire, il y en avait tellement? C'était, c'est ça. C'était... Enfin, tu sais, mes héros cinématographiques, à partir de là, je me suis intéressé au cinéma. Puis ça a été vite, les Perrault, Bro, etc. Ouais. Et ce qu'ils ont fait était tellement concluant, tellement fort. Tu te dis, ben là, ça sert à rien de faire la même chose. Non. Donc, le défi pour quelqu'un qui s'intéressait au vrai monde, là, comme moi, c'était d'essayer de trouver un autre angle d'attaque pour les approcher. Tu sais. Ouais. Et vous l'avez trouvé?
entre Oui, autres, oui, c'est avec, ça. avec ce film. Ben, avec d'autres, là. Pour une fois qu'on en a un que nous autres, là, cette race-là, quand ils rentrent dans nos pioles, là, on se rend... quand ils filment, là, on a toujours la face collée sur le plancher, si on a des menottes dans le dos. Ben là, c'est nous autres qui tiennent le gros bout, là, comprends-tu? Il va comprendre. Non, il va comprendre. On va l'éduquer, il pourra plus jamais se cacher derrière sa caméra, ce gars-là. Tu m'as entendu, il va éduquer du Il va peut-être en contaminer d'autres, asti. J'aime bien votre rire. Ça, c'est Quiconque meurt à douleur, 1998. Êtes-vous un fan de Georges Brassens? Oui. Parce que j'ai appris que ce titre-là, c'est un vers de François Villon Oui. qui a été repris. Oui. Plusieurs chansons de Brassens sont des textes de François Villon. Oui, à Château. Ouais. Il me semble que je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu. C'est quelle chanson? Non, mais pas Quiconque meurt à douleur, mais il y a plusieurs chansons, quelques chansons de Brassens. Mais j'ai découvert, par contre, que Félix Leclerc a fait une version avec cette chanson, avec ce poème-là. Ah oui? Ouais. Avec une partie de ce poème-là, c'est la balade des pendus, je pense. Je me demande si Philistin, épicier, je pense que c'est un poème de François Villon. Bon, de toute façon, c'est drôle parce que j'ai toujours trouvé que votre écriture elle ressemblait à celle de Brassens. Je trouve qu'il y a quelque chose dans le côté très direct et poétique et brut presque parfois, viril aussi, masculin. Il y a une masculinité, ouais. Je trouve, qui c'est est vrai, assez mon Dieu, proche. j'ai même pas, on s'est parlé avant l'entrevue, il est arrivé une demi-heure avant, on n'a même pas abordé ça, mais effectivement. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui... Êtes-vous anarchiste comme Brassens un petit peu? Ben, en fait, il n'a jamais dit officiellement, mais... Oui, un petit peu. En fait, je suis un peu bougon quand lui. Ah, mais ça, oui. Un peu, c'est ça. Ouais. Je comprends ça. Donc, ce film-là, il faut le remettre... lui est disponible. C'est pour ça que je tenais à en parler, parce que lui, on peut le revoir. C'est un film... mon Dieu. Choc. Parlez-nous un peu du contexte, parce que ce sont des noms... En fait, est-ce que c'était des junkies? Des ex. Ou des ex? Il y en avait des ex, il y en avait des qui l'étaient encore. Parce que, en fait, le scénario, c'est une opération policière qui vire mal dans un crack house, dans une crop bar. Et, et 2 policiers sont blessés, sont séquestrés, ainsi que un caméraman d'un journaliste qui voulait suivre ça. Et il est séquestré dans l'appartement. Et là, ce sont donc des non-comédiens qui jouent... Un peu le rôle, un peu des rôles que j'avais écrits quand même. Là. Ouais. Comment ça se passe? J'imagine que vous disiez tantôt, je dirige pas des acteurs quand je travaille avec des acteurs, mais là, est-ce que vous... On sent que vous les laissez aller, parce que ça paraît. Oui. Là, dans ce cas-là, il y avait un canevas assez précis, d'une 30aine de pages, là, puis les scènes découpées en scènes, une gradation, si on veut. Je les laissais improviser ces scènes-là. Ouais. Bon, en les faisant reprendre, si je trouvais qu'il manquait de pertinence ou d'intensité. Donc, il y a eu chaque scène est un peu souvent un montage d'une prise, de 3-4 prises. Là. Mais il n'était pas permis de les laisser dépasser. Chaque scène avait un thème, puis la scène suivante. Il n'était pas permis de les laisser dépasser dans la scène suivante. Là. Donc, on arrêtait une chose à la fois, on faisait le montage. Dans le fond, c'est les personnages qui disaient à la caméra d'arrêter. Ça arrivait souvent, c'est pratique, ça? Non, dans ce cas-là, c'est moi qui disais d'arrêter. Et c'est ça. Donc, on faisait le montage à mesure. On avait une bonne idée de OK, on va refaire-tu ça là, on ne le refait pas. Votre rapport aux non-comédiens. Comment vous les trouvez? Comment je les ai trouvés dans des crack house, dans les piqueries de l'époque. Bouche à oreille aussi. On toque à la porte, on dit « Bonjour, vous voulez jouer dans mon film ?» La première fois, oui. Ouais, littéralement. Ouais, puis finalement, je me suis rendu compte que c'était pas... Ça allait être long, faire... C'est ça. Ouais, que ça allait être long, mais non, mais je suis tombé tout de suite sur quelqu'un qui m'a dit « Ah, regarde, tu sais, il y a telle personne. » Parce que je me suis rendu compte que, tu sais, des gens qui étaient vraiment en état de junkiisme aigu, ça n'aurait pas été possible. Donc, en fait, il y avait une limite que vous auriez pu franchir d'être voyeur. Aussi, j'imagine qu'il y avait ce risque-là. Mais je voulais pas... J'avais quand même... Il était quand même question de passer à travers un scénario. Là. Oui. Et je me disais qu'il y a des gens qui ne seront pas capables de tenir la route, de tough à run, comme on dit. Donc là, je me suis retourné vers des gens de bouche à oreille, qui étaient des gens sur des programmes de méthadone.
Parce que les gens... Ben là, c'était plus facile. C'était du monde qui se shootait plus, là, déjà. Non. C'était du monde intelligent qui était capable de lire mon scénario et dire « OK, moi, je peux faire ça. » Avez-vous peur de les refaire tomber? Vu qu'ils jouent encore des gens sous l'emprise, parce qu'on les voit se piquer, on les voit... Écoute, il n'y a pas beaucoup de pudeur dans ce il y film. en a un qui est mort une couple de mois d'overdose, une couple de mois après le tournage, mais puis il y en a un qui shootait sur le set que je ne l'ai pas su. OK. Ouais. C'est intéressant ce que vous venez de dire, Fred. C'est quoi votre rapport à la pudeur? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça ne fait pas partie de votre univers de création? Hein? Non. Il n'y a rien qu'on ne peut pas montrer ou filmer, plutôt? Non, il n'y a rien qu'on ne peut pas filmer. Il faut juste assumer les conséquences de ce qu'on fait en tant qu'artiste. Mais d'après moi, non, il n'y a rien qu'on ne peut pas filmer. Pour Quiconque meurt à douleur, vous aviez dit que vous vouliez faire un film politique. Vous vouliez qu'on montre des gens qu'on met de côté. Oui. Puis d'essayer de soulever un peu d'empathie au fil de... Puis de montrer qu'en fait, donc, on est tous, en quelque part, des junkies. Là. Tout à fait. On est tous accrochés à quelque chose. Tout à fait. J'ai fumé la cigarette 26 ans, j'ai bu... Oui. Non, mais on est dans une époque... Non, mais c'est parce qu'on est dans une époque où l'épicurisme est quelque chose qui est mis de l'avant. Il y a des chroniques sur l'alcool. Tu sais, je veux pas jouer les lacordaires, là. Mais évidemment, ça fait 4 ans que je bois plus. Fait que je vois bien le rapport de mon entourage et de la société avec l'alcool. Puis c'est une forme de junkiness. Ben oui. La consommation, les gens là, qui passent leur temps à scanner leur ordinateur pour s'acheter des cossins sur Amazon. C'est une sorte de junkie. Ça. Tout à fait. L'autre catégorie de films que vous avez fait, c'est les petits films de fiction. Petit budget avec un jeu plus directement connecté. Là, je reprends vos termes. Gus est encore dans l'armée. Le voleur vient en enfer. Et je vais commencer avec un extrait de ce film. On en a parlé tantôt, Hélène. Moi, c'est le premier film que... Non, c'est-tu le premier de vous que j'ai vu? Je pense pas. Je pense que c'est... je l'ai vu des années 2000. Je pense que c'est Requiem pour un beau sans cœur. Après ça, j'ai vu celui-là. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un arrière-goût de pouvoir au fond de la gorge. The next morning, I woke up ready to face my responsibilities. Je vais aller dans la salle de bain. But instead, I faced us. And there was a lot of them. On s'est fait peur pour vrai. We were all there. On était tous là. All the pea soupers on one side, puis toutes les têtes carrées de l'autre bord. The fight would have been a massacre. La bataille aurait pu être mortelle pour tout le monde. The only reasonable solution was to split. Fait qu'on a décidé de se séparer. For good. Pour de bon. Yes, sir. Oui, madame. Bonne chance. Good luck. Chacun sa vie, chacun sa bobine. Bon, évidemment, quand je choisis les extraits, je fais attention de... Je pense à comment... Et là, c'est un peu tricky parce que c'est pas un brûlot indépendantiste, ce film-là. Non. Cela dit, il y a il y a ça, mais c'est plus subtil que l'extrait que je viens de diffuser. Mais c'est parce que c'est difficile. C'est comme un reflet du malaise identitaire, plus qu'une revendication. C'est ça, la schizophrénie canadienne. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc, le film sort en 1994. Rapidement, à la mort de sa mère, Earl Tremblay hérite de 19 bobines pour qu'il puisse retrouver ses racines. En fait, résoudre sa crise identitaire et là, replonge dans son passé. Et là, j'ai appris en préparant l'épisode que ces bobines-là, entre autres, c'est du stock shot des îles de la Madeleine. Les premières images. C'est ça, j'ai fait passer ça pour le Nouveau-Brunswick là, parce que je voulais avoir un bilingue. Oh boy. Mais, on va recevoir des courriels. Non, mais c'est le bord de la mer, là, tu sais, c'est des dunes. Ben oui, les maritimes. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est les îles de la Madeleine. Là, vous dites, j'avais tellement de matériel qu'une histoire commençait à se former. Et là, vous dites, à partir du moment où le personnage s'en va politique, là, le film déboule dans votre tête. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut réfléchir à ça sans l'aspect qui se présente en politique. Moi, évidemment, c'est une partie, j'ai connu cette campagne-là, j'avais 17 ans. En fait, mes premiers émois en politique, c'est Brian Mulroney qui préface le référendum de 95, là, qui va arriver 7 ans plus tard. Et Earl Tremblay décide de se présenter. Je ne veux pas trop en dire, je veux vraiment que les gens voient le film. Oui, puis au-delà de l'aspect politique, c'est aussi une réflexion assez forte sur ce que c'est qu'un créateur. Sur comment, au fond, on est toujours partagé, divisé, schizophrène, encore une fois, entre
ce qu'on filme et qui on est. Oui, puis d'où on vient. Et d'où on vient, évidemment. Là, je vais juste envoyer un autre extrait parce que je veux que les gens comprennent que ce film-là est criant d'actualité. Les deux langues officielles font partie de notre identité. Il est crucial d'appuyer les communautés de langue officielle en situation minorité et de protéger et promouvoir le français non seulement à l'extérieur du Québec. Et là, attention, je ne veux pas me moquer des tentatives de la nouvelle gouverneure générale, Mary Simon, de parler français. C'est une... Au moins, elle le fait. Au moins, elle essaye. C'est une façon bout. C'est oui, ça. mais ça montre comment la réflexion dans Yes Sir Madame est totalement d'actualité encore aujourd'hui. Oui. Ben, en fait, le bilinguisme officiel de ce pays. C'est une illusion d'optique. Tout à fait. Et votre film réfléchit sur ça, mais sur la part individuelle, le choix individuel de ce bilinguisme. Parce que c'est ça le problème aussi. Là. C'est pas juste... le décalage aussi. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est-à-dire le personnage qui se dédouble, oui. Au début, il est fidèle à lui-même, puis graduellement, il vient en conflit avec lui-même. Ce qui est fascinant, c'est qu'au début, c'est une traduction. Assez fidèle. Mais plus le film avance. C'est ça le fait qu'il se dédouble. Ben oui. Mais dans le fond, est-ce que c'est aussi une façon de dire que vouloir devenir Canadien, c'est de devenir fou? Non, en fait, je pense pas que c'est... En fait, non. C'est lié à une... En tout cas, c'est difficile parce que, tu sais, on rêve juste dans une langue. Ouais. Oui, il y a des choix à faire. Absolument. Ils se font tout seuls. Oui. Moi, je sais, j'ai vécu à New York un bout de temps. Puis où j'ai vécu en Amérique du Sud. Puis à un moment donné, en Amérique du Sud, après un an, là, tu rêves en espagnol. Là. Ah ouais, hein? Puis après 6 mois en anglais, tu rêves en anglais. Il y a des gens ici qui rêvent en anglais puis puis sont francophones là, depuis longtemps. C'est sûr. Ouais. J'ai appris des anecdotes vraiment très, très savoureuses sur Yes Sir Madame qui a été diffusée à Radio-Canada. Et là, vous dites, c'est pourtant une comédie, mais ce fut difficile. Il y a 2 départements, celui des acquisitions et celui de la programmation, et il semble que les deux ne se parlent pas. Le film avait gagné quelques prix en Europe et ils ont décidé de l'acheter. Et là, la programmation, ils se sont demandé quoi faire avec ça. Et là, vous dites que 2 fois, le film devait passer et mes chums qui avaient programmé leur vidéo se sont trouvés avec un autre vue. Parlez-nous de ça, c'est drôle la tabarouette, ça. Ben, c'est ça, Radio-Canada, ils ont commencé parce qu'à l'époque, c'était compliqué de vendre des vues spéciales. Et, premièrement, ils essayaient de nous décourager. Ils faisaient passer la vue au système, au département technique. Oui. Fait qu'on recevait, moi j'ai reçu pour Yes Sir Madame un document d'à peu près 150 pages où chaque séquence était analysée techniquement. Ici, il y a trop de lumière, là c'est sous-ex, là c'est... Ouais. Alors, le film est fini, là. Ben le film est fait, là. Avant qu'il l'achète, là. D'abord, avant de l'acheter, il faisait passer un test technique, il l'envoyait au département technique. Forcément, c'est un film broche à foin. Ben oui. C'est ça. C'est que là, écoute, j'ai reçu une brique de 200 pages. Est-ce qu'il demande de corriger ça? Non, ça, c'est des recommandations. Après ça, il envoie ça au département, je ne sais pas. Il envoyait ça au département des acquisitions. Et là, le département des acquisitions, il décidait de l'acheter ou pas de l'acheter, dépendamment de la qualité technique. Sauf que là, dans ce cas-là, la qualité technique était tellement pourrie que, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a dû intervenir pour l'acheter. Oui. Quelqu'un qui a dit « Hey, je pense que c'est un bon film, on devrait le diffuser. » Mais puis là, ça parle de bilinguisme. Et puis là, il y a 2 fois, ils m'ont dit « on va le passer, là. » Bientôt, là. Moi, à tout à l'heure. Ouais. Et c'est jamais... Finalement, ils l'ont passé à minuit le soir, en quelque part. Là, c'est drôle parce que dans le film, il y a au Canada. Là, puis à la fin de la télévision, à cette époque-là, il y avait un autre. Tu vois que les gens se sont tapés 2 au Canada. Il y avait le matin, quand la station ouvrait, puis le soir. Et le soir. Mais moi, ils ont passé le soir. J'imagine. Ça doit être cinéma d'ici, le dimanche soir à minuit. Ouais. Et là, ils vous ont demandé... Ils l'ont passé en anglais, ils l'ont passé sur CBC aussi. Ah ouais? Non, mais à minuit aussi. Je me rappelle, à Tom et Goyan m'avait appelé. Il dit « Hey, je l'ai vu, t'as vu? » Ah ouais? Mais... Et là, ils vous ont demandé de faire une petite intro. Oui. Et de préciser que le propos n'engageait pas Radio-Canada. Exact. C'était écœurant. Ah oui, ça s'appelle se padder. Wow. Alors, pour toutes ces raisons,
courez voir le Oui, film, qui est absolument. disponible. D'ailleurs, sur la coop vidéo, Ben, on peut l'acheter. Non, puis il est comme- aussi il est sur voyons, Elephant. Exactement Oui, comme oui. j'ai dit tout à l'heure, il a été restauré, Oui. puis il est notamment à la Cinémathèque dans les Ouais. jours qui viennent. Là, Ouais, Ah ouais, oui, sur, ouais. ah, fait que oui. sur grand écran, ça, Oh. si vous êtes à Ah, ben oui, Montréal, ben oui, ben oui, allez, ça oui. vaut la peine. Autre film, petit film de fiction, Petit Papa Noël. Ouais. Ouais. Là, je vais dire, lui, ça a pris du temps avant que je le voie aussi. Parce que j'ai un rapport particulier, moi aussi, avec mon père. Mhm. Et le personnage a un rapport particulier avec son père. Je vais envoyer l'extrait tout de suite. Autre film disponible en passant. Tous les films que j'envoie, sauf un, on peut les voir. C'est ça qui est la beauté de la chose. Aujourd'hui, je te condamne pour sadisme, harcèlement, cruauté mentale envers ma mère, puis envers moi, puis envers tous tes serviteurs qui continuent à te torcher sans jamais se faire dire merci. Aujourd'hui, je vais être un libérateur, ne serait-ce que des objets qui t'entourent, puis que j'use des yeux comme les barreaux d'une prison depuis 10 ans. C'est fini, là, Pops. Fini le temps de te maintenir en vie à tout prix. Là, c'est le temps de mourir. Oh mon Dieu! Mon Dieu, je croyais que M. Morin était seul. Je pensais pas qu'il y avait quelqu'un. Mais Excusez-moi, c'est ça, je viens de Vancouver, moi. Fait que je sais pas quand je vais pouvoir revenir. Fait que j'ai pensé que je viendrais faire une couple de petits films de famille, des souvenirs. ah oui, mais vous n'avez pas à vous en faire, là, M. Morin, là. C'est fort, ce homme-là. Je vous dis, Ouais. c'est comme le roc de Gibraltar. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Il a pas l'air trop rock comme c'est là, mais... Mais mais je vous dis franchement, là, ici, il y a des très bons soins. Ils mangent très, très bien. Et puis, comme je vous dis, le personnel vient de visiter régulièrement. Puis en plus, là, vous avez votre... Autre film brûlant d'actualité. Parce que c'est Noël? Parce Non, que c'est pardon. Noël. Parce qu'il y a des enquêtes Ouais. sur comment Ben oui, nos ben vieux oui. ont été traités dans les CHSLD. Et là, ce film-là, c'est de 2000... Ça fait pas longtemps, là. 2005. Ben, j'ai 50 ans. Ben voilà. 10, 15, 17 ans maintenant, pour moi, ça fait pas longtemps. Donc, c'est un homme qui vient régler ses comptes avec son père, qui rentre le voir en CHSLD. Évidemment, c'est vraiment un film... c'est un... Hélène, parle Oui. de ce film-là. avant que C'est je la patate poursuive. chaude, là. Ben oui, là aussi, on retrouve un personnage schizophrène. Hein, qui donc a une face qui est celle du gentil fils qui vient visiter normalement, puis l'autre qui vient régler ses comptes. On est le soir de Noël. Ouais, puis en même temps, on apprend au bout de la ligne que c'est vraiment pas son père aussi. Non. Là, tu sais. Oui. C'est ça. Ouais, fait que c'est doublement, c'est triplement Voilà, c'est schizophrène. comme Ouais. triplement schizophrène, puis c'est un... C'est un homme qui a été un boulet pour sa famille depuis longtemps, à plusieurs niveaux. Physique, là, Ouais. mais aussi mental. Comportemental. Évidemment, c'est M. Morin. Oui, c'est mon père. Hein, Oui, qui c'est joue ça, le rôle. c'est ça. Bon, Mais tout à l'heure, on parlait de déranger, puis... oui. Bon, on peut déranger sur le, non, mais sur le fond, c'est-à-dire bon, en questionnant l'identité canadienne, en mettant un pédophile qui fait un journal vidéo. Mais là, il y a un tabou dans le cinéma qui est la vieillesse et en particulier les corps vieux. Ouais. Puis vous l'abordez de front là, dans ce film-là. Pourquoi est allé jusque-là avec votre propre père? Ben, je sais pas, parce qu'il fallait. Là. Non, mais il fallait, vous êtes le seul à le faire. Tout le monde n'a pas ce besoin En fait, de le faire. est-ce que parce que c'est votre père, ça vous a permis d'aller là, justement? Et que ça aurait été impossible, peut-être, ou ça aurait été plus difficile avec un comédien? En fait, ça aurait été différent avec un comédien. Oui. Non, ben, c'est sûr que c'est parce que c'était mon père. Mon père était mourant. Oui. Mon père a été vraiment un fardeau pour toute la famille pendant... il est tombé invalide, j'avais 12 ans. Fait que... Donc, c'était quelqu'un qui n'était pas généreux, qui ne l'était pas avant, puis qui l'était encore moins après. Puis quand... Fait que ça aussi, c'est une docu-fiction. Oui, puis qui est devenu un peu une... c'est à cheval, ça. Oui, oui, sur de la fiction, oui. et un peu comme les autres films que j'ai Oui, fait avec oui. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, tu sais, si je veux pas ramasser à l'haïr jusqu'à temps que je meure moi-même, là, je vais essayer de faire... On va faire quelque chose ensemble, tu sais, en tant que père-fils, là, tu sais.
Et on est rentré dans ce projet-là. Mon père est embarqué. Conscient totalement. Oui. Ok. Oh oui. Il bougonnait parce que j'ai tourné ça sur 6 mois. Là, fait qu'à chaque fois que je refaisais des scènes, je revenais, je replaçais les décorations de Noël. Puis, Pops, on refait l'autre scène d'avant, elle n'était pas bonne. OK. Mais il s'est prêté au jeu de façon extraordinaire. Puis bon, en fait... Pourquoi, à votre avis, il s'est prêté au jeu? Il n'y avait pas vraiment le choix, d'une certaine façon. Puis, il n'y a rien à faire dans une chambre comme ça. J'occupais son temps, d'une certaine façon. Mais en y remettant sur le nez... Il y a une partie de ce qui est dit dans la voix off, qui est basée sur ce qui nous est arrivé en tant que famille. Ouais. Mais il y a une partie aussi que j'ai étirée. Oui, évidemment. Mais vous donnez... Là, je devrais pas le dire parce que les gens vont le voir, mais vous frappez... Dans le front, ouais. Les lunettes. Ah, ouais. C'est violent. Oui. Oui. Non, mais en fait, mais pourquoi pas? T'sais? Oui, mais c'est ça. C'est que ce qui est fascinant. Faut pas que je dise ça. Ma blonde a dit arrête de dire fascinant. Tu dis tout le temps fascinant. Je chante comme Penelope McQuaid. Non. Ça va. Je pense qu'il y a de la marge. Mais on est correct. Non, mais c'est que. On l'a vu pendant la pandémie, on a eu un discours, nos aînés, le discours officiel, mon Dieu que ces gens-là ne méritent pas ça parce qu'ils ont bâti le Québec, et dans les faits, on les a laissés crever. C'est des mouroirs, ces endroits-là. Ouais. Et le ton de votre film désacralise la personne âgée, mais en même temps montre la réalité. Ouais. Oui, moi j'avais le goût de... J'avais quand même le goût... C'est très riche. Là. Mon père était une personne à charge pour moi jusqu'à sa mort, là, donc... moi, toutes les semaines, 2 fois par semaine, je me ramassais dans cette espèce de lieu horrible. Puis j'avais vraiment l'intention d'incorcher cet endroit-là par la bande, ça c'est clair. Là. Mais j'avoue, ça m'interpelle. Je ne veux pas tomber dans l'human interest. Tous les gens qui ont des parents dans ces milieux-là savent de quoi je parle. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est de régler ses comptes. Oui, avec son père, de ton vivant. Sachant qu'il va mourir. Puis que tu veux pas garder ça. Ben moi, je l'ai vécu. J'ai pas fait de film parce que j'aurais pas fait de film, mais je l'ai fait. Puis ça, c'est vraiment important. Ouais. Mais tu pour vois... la suite. Oui, parce que moi, mon père, je rêve encore à lui des fois. Puis c'est des beaux rêves. Je m'ennuie de lui d'une certaine façon. Là. C'est pas, si j'avais pas fait ça, je sais pas. Probablement qu'il serait resté, comme on dit, une crotte sur le cœur toute ma vie. Là, mais c'est aussi dans ce film qu'il y a un dialogue qui, je crois, est une des clés de votre cinéma. À un moment donné, le filmeur, le fils, dit « Avec une caméra dans les mains, je deviens invincible. » Ouais, ça, c'est vrai. C'est fou, ça. C'est génial. Ouais. Puis est-ce que, justement, cette relation avec votre père, s'il n'y avait pas eu le cinéma, est-ce que vous auriez, comme Fred... Probablement pas. C'est ça, hein? Il y a quelque chose... j'aurais manqué de guts, là, je sais pas. J'ai essayé souvent de parler avec lui, puis s'il n'y a rien, tu sais, c'était un mythe, là, tu sais. Après ça, quand j'ai décidé de faire une vue, je me suis dit, bon, mais regarde, c'est la seule affaire que je sais faire, puis je suis tanné de venir ici, puis juste de jouer au Scrabble, puis aux échecs, tu sais, on va faire une vue, puis on va aller loin, là, on va... Puis il y a jamais... Tu sais, il chialait des bouts, là, parce que quand on faisait des scènes, puis... mais, tu sais, il n'a jamais kické pour rien. Là, moi, c'est drôle parce que... Donc, vous avez raison, Hélène, j'avais pas... Mais moi, j'étais allé le chercher en voiture. J'ai pas dormi pendant 4 jours. Puis j'ai tout préparé parce que je voulais pas que la colère prenne trop de place. La tienne? La mienne? Ouais. Puis je suis allé... en dessous d'un viaduc, sur le bord du Richelieu. Dans le char. Il n'a pas eu peur, lui, de se faire pitcher en bas. Je ne sais pas. Puis ça a duré 1h30. Wow. C'était un huis clos. Ah, tu vois, j'avais pas de budget, mais c'était un huis clos. Serais-tu capable d'en écrire les grandes lignes? Oui. Ouais, ben vas-y. En même temps, c'est fait. Ben, c'est un beau oui, mais huis ça clos. peut servir Au théâtre, à d'autres. Au théâtre, c'est ça. Il y a la catharsis personnelle, mais il y a aussi celle qu'on peut générer chez les autres. Ouais. Moi, je suis partie à 5000 km pour pas avoir à vivre ça. Mais de le voir vécu dans un film, ça libère quelque chose. J'ai jamais eu l'impression de le... Ben, en attendant Godot, c'est juste 2 personnes. Là. Ouais.
Puis ça tient la route, là. Oui, quand même. Ouais. Falardeau a fait des bons films aussi, avec peu de gens dans des endroits clos. Dernière catégorie de grands de films, le long métrage de fiction La grosse bébelle. Ouais. Requiem pour un beau sans cœur, Mhm. Problème d'infiltration et Le Nègre. Ouais, le Nègre. Vous l'appelez comment, ce film-là, Le aujourd'hui? Nègre. OK. Ouais. Comment vous l'avez vécu d'ailleurs, toute cette polémique? Parce que j'avoue que quand c'est Le film arrivé... est sorti en 2002. Oui. Il y en avait eu une à l'époque. Oui. Ouais. Mais moi, quand la polémique est arrivée là récemment, Oui. il y a un an, moins d'un an, Ouais. justement autour de ce mot-là, moi, c'est à votre film que j'ai pensé. Je me suis dit, est-ce que ce film-là, on aura encore le droit? Mettons un prof de cinéma qui veut le montrer, est-ce qu'il peut? Puis comment vous l'avez vécu? Ben, le film c'est pas un film raciste. Non, Au vraiment contraire, pas. c'est un- Non, c'est bien un sûr. pamphlet contre le racisme. Ouais. Ben, c'est ça, Et vous n'avez pas le choix de l'appeler comme... Quand on voit le film, Ben oui, vous n'avez c'est- pas le choix de l'appeler comme ça. Ben, les personnages l'appellent comme Oui. ça, le gars, là, tu sais, Oui. le prisonnier, en Oui. fait. Ben oui. Non, j'ai pas le choix. Puis après, tu sais, c'est comme... Je sais pas, on va en revenir de ces choses-là. Ah, je ben oui, pense, oui, tu sais, oui, parce oui, que évidemment. Il y a des limites au révisionnisme. Oui, puis, tu sais, oui. peut-être le Nègre, on va pouvoir le dire encore puis le voir dans 5-6 ans. Je pense qu'on a compris qu'il y a des dans 10 ans, contextes pour le dire, puis je pense qu'il y a Mhm. des gens qui ont peut-être été désinvoltes, Mhm. mais c'est parce que dans ce film-là, pourquoi il est brûlant d'actualité, c'est que c'est un pamphlet contre le racisme, mais c'est aussi un film qui démontre comment l'idée de qui raconte le film change la perception des faits Mhm. et de la sensibilité des gens. Par rapport à quelqu'un de couleur différente. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Ben, c'était ça qui était le concept de départ. Quand on parlait de concept Oui. tantôt, c'était Oui. ça, le concept structurel. Là, tu sais. Ouais. J'ai préparé un extrait qui, je trouve, n'est pas représentatif du film. Cela dit, ce film-là, bonne chance pour le trouver, parce qu'il n'est pas sur les... Je sais pas si l'éléphant là, mais J'ai pas vérifié. Moi, j'avoue que Non. j'ai eu le DVD à l'époque Oui, où il mais est c'est- sorti. c'est puis... votre DVD. Ouais. Mais en tout cas, il me semble qu'il devrait être disponible, ne serait-ce que parce que c'est un sujet qu'on n'a pas Là, c'est peut-être un beaucoup. problème de distribution. Je suis pas sûr que c'est le titre. Il y a, et il y a- c'est il y a le- des Non, films, non, c'est pas- il y a des compagnies qui ont fait faillite. Ouais. Il y a, tu sais, il y a- Ouais, mais je peux pas croire qu'il amène le film dans le cercueil. C'est Ben compliqué, oui. ces histoires de Ouais, droit puis c'est de ça. cochonnerie. Ouais, hein. ouais. On va aller écouter un extrait qui résume le film, puis en même temps, non, parce que l'ambiance, c'est pas tout à fait ça, mais... Mettons, quand j'ai acheté la petite statue, là, ben... Mettons que j'étais au bout de tout. Mais là, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de continuer. C'est drôle, hein? Des fois, ça prend rien, des petites affaires de même, là. Oh, vous savez, je vous en veux pas de l'avoir brisé, la statue, hein? Peut-être que pour vous, le fait de l'avoir cassé, ça a peut-être été un petit peu comme moi, là, hein? Ça vous a fait autant de bien de l'avoir cassé que moi de l'avoir amené puis installé sur... comme sur un trône de fleurs devant la maison. Alors, c'est Béatrice Picard qui s'adresse au personnage joué par Yannick Ndoa, qui est attaché. Mhm. Ça aussi, ça se passe dans notre hood, à Saint-Jude, à côté, ouais. là, mais... Ouais. Non, c'est pas à Saint-Jude, ça. Ah, non. On a tourné ça à Saint-Amable, je pense. Mais, Mais j'ai fait passer... Dans le récit, c'est passé C'est pour ça. Saint-Jude. Ouais. Ouais. Puis on voit, ça ressemble à ça, Ouais, puis ben, du blé d'Inde, puis c'est ça. les montérégiennes en arrière, les Ouais. montagnes. C'est drôle parce que dans une entrevue, vous disiez un pays souverain accepte mieux la différence, elle n'est pas menaçante. Et là-dedans, le noir, c'est la menace d'à peu près tout le monde. Ouais. On sait pas ce qu'il fait là. Ben, il est allé péter à Oui. La statue. Mais c'est dans un milieu le rural. petit noir qui C'est pas un pêche, ouvrier, c'est pas un ouvrier de ferme. Non. C'est quelqu'un Et on- qui est allé sur un raid Ouais. antiraciste. Là. Et d'ailleurs, vous expliquez dans une entrevue donnée à l'époque de la sortie du film que ces petites statues-là n'étaient pas du tout à l'origine Non. péjoratives. Non, là. non. Au contraire. Non, c'est ça. Les gens achetaient ça. Moi, tu sais, mon beau-père en a une, là, tu sais, puis... Lui, Non, mais il je trouve parle ça- à la création. Là. Non.
C'était pour indiquer que les gens étaient... c'était OK, dans l'époque du... de la guerre. Oui, c'est ça. C'était comme en fait, comme des balises pour indiquer aux Noirs gens qui se sauvaient des États-Unis. Qui pouvaient rentrer dans les maisons. Quand il y avait la c'était même positif, en fait. C'était accueillant, c'était... Non, puis même quelqu'un comme elle, Béatrice Picard, le personnage, elle n'a pas acheté ça parce que par instinct de domination, elle le trouvait cute. Parce que sa vie est vide, elle dit, parce que je pense à mourir, puis des fois, elle a un les belles choses. Elle a un enfant qu'elle traîne qui est déficient. Qui est joué par René Daniel Dubois. Qui est la clé du film à la fin. Oui, c'est-à-dire qui dévoile l'intrigue. Le jeu des... Oui, non, j'allais juste... tout à l'heure, on parlait de Nosferatu, mais est-ce que Rashomon fait aussi partie des films fondateurs de Robert Morin? Au niveau structurel, justement, oui. Parce que ça revient souvent quand même, cette idée que... Les différents points de vue. Là. Exact, les différents points de vue, la façon dont Hélène, rappelez-nous... Rashomon, en fait, c'est le meurtre d'une femme, c'est ça? Hein? Puis un film japonais? Un film japonais d'Akira Kurosawa. Puis, effectivement, on va le raconter de 4 ou 5 fois différentes. Et chaque récit amène une perspective différente ou même parfois contradictoire sur ce qui s'est passé. Et vous reprenez, pas souvent, mais vous l'avez repris quelquefois ce principe-là parce qu'au fond, la vérité, elle n'existe pas. C'est une structure super intéressante aussi, de jouer avec... C'est une façon de créer des intrigues. En fait, il n'y a pas beaucoup de façons de créer des intrigues à part celle-là. Puis le classique, là, on avance puis on apprend des choses. Celle-là, je la trouve plus troublante, en fait. Parce que la vérité des uns, c'est le mensonge d'un autre. Puis, je pense que c'est dans Scénario refusé, au début, vous dites... Là, il faudrait que je retrouve le passage, mais vous faites un parallèle entre semer des pistes dans un scénario. C'est un peu le même travail qu'un trappeur. Vous êtes trappeur? C'est temps-ci, oui. Je suis en train de faire un film avec un trappeur. Mais dans la vie, êtes-vous... Chasseur, ah oui, pas trappeur. OK. Mais là, je suis en train de faire un film où, justement, on est dans... on court après des loups, puis des ours, puis dans le bois, là. En 98, c'est donc, parce que j'aurais fini avec la classique question. Alors, vos projets, Robert Morin. Vous dites dans un... Je pense que c'est à la sortie de Quiconque meurt à douleur. On est en 98. Et vous dites, j'aimerais ça encore faire des films pendant 7 ans. Prendre ma retraite en 2005 parce que la corde autour du poteau a raccourci. Ouais. Elle n'est pas si pire, la corde. Non. Finalement, non, c'est ça. Trouvé un petit lousse, finalement, qui restait. Oui, c'est ça. Il y a un regain d'espoir. Il y a une rallonge de corde. Oui. Oui, là, je suis en train de faire ça. Ça fait 2 espèces de films de nature que je fais. Là, probablement les 2 premiers vrais films là, qui sont juste des choses qui ne peuvent pas être faites autrement qu'au cinéma. Là. Je suis assez content. Là. Pourquoi? C'est quoi, c'est ça? C'est quoi pourquoi on ne peut pas les faire ailleurs qu'au cinéma? C'est-à-dire qu'on pourrait les faire ailleurs qu'au cinéma. C'est-à-dire les autres films que j'ai faits, ça pourrait être traduit au théâtre, ça pourrait être traduit en roman, ça peut faire des Alors que ce que je viens de faire, les 2, là, il y en a un qui finit puis l'autre qui me fait... Donc on va avoir droit à 2 films de Robert Morin? Oui. Wow! Est-ce qu'on peut en savoir plus? C'est quoi ces films-là? Il y en a un qui c'est un film... J'ai filmé 7 paysages autour de la maison chez moi, dans le bois, là, dans le parc La Vérandrie. Et pendant 4 ans. Donc, c'est un film de nature pure, là, c'est-à-dire que c'est juste... Contemplatif? Oui, suspense contemplatif. Oh Dieu! C'est un film plate. Là. J'ai hâte de voir ça. C'est ça, c'est toujours les mêmes paysages, mais il s'installe une espèce de suspense à voir les mêmes paysages. Tu sais que tu vas revoir les mêmes paysages pendant 1h15, là. Mais comment le paysage va changer, qu'est-ce qui va y arriver, Puis graduellement, il s'insère des choses aussi dans ce paysage-là, des gens. Wow! Mais c'est un truc que tu peux pas... Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'histoire. Donc, c'est plus du cinéma pur, à mon sens. Là. Ouais. Et l'autre, c'est une espèce de wildlife. Là, c'est un orignal. C'est des orignaux qu'on a morts, des roadkill, là, qu'on a mis dans le bois avec des caméras. Puis on observe comment la mort devient utile en forêt. C'est-à-dire comment ces grosses bêtes-là finissent par disparaître complètement. Au profit... ça nourrit d'espèces. C'est ça. Ça s'appelle Festin boréal, so far. Là. Wow.
Il n'y a pas ça dans un Lars von Trier? C'est quoi, ça? Une idée comme ça de décomposition en accéléré, c'est peut-être moi qui l'invente. C'est pas un Lars von Trier, pas à mon sens. Il y a eu un film, c'est british, là, c'est comme ils ont mis une caméra ils ont laissé une maison, une table avec toutes les assiettes sur la table pleines de bouffe, tout ça, là. Puis ils ont mis une caméra, puis ils ont surveillé comment, au bout d'un an, ils ont fermé les portes, là. Puis comment toutes ces assiettes-là se vident, puis comment le ménage se fait, là, tu sais, comment... Oui, ça, enfin, il me semble que c'est pas dans un Lars von Trier. Non, il me semble les avoir tous vus, là, mais... J'ai un flash mais ça, c'est une expérience qui a été faite, qui est... Enfin... Non, mais moi, c'est ça. C'est le même principe, sauf que c'est ça. Il y a comme un suspense encore qui se fait, là. Mm-hmm. Il arrive des corneilles, des corbeaux, des urubus, puis des renards. Plus d'acteurs, alors? Non. Fini. Mais pas là, mais... Éventuellement, peut-être. Parce que vous le dites, on va terminer avec ça. Je trouve que ça termine bien cet entretien. Vous dites que le cinéma a peut-être dit ce qu'il avait à dire. Et qu'il fallait qu'une nouvelle technologie vienne. Et là, pas nécessairement une nouvelle technologie dans le genre cinématographique. Un nouveau médium. Je sais pas. Je sais que le cinéma fait le tour de son langage. Tu sais. Ouais. Ça, et le CGI qu'on appelle, les Computer Graphic Imagery, ça le renouvelle. Ça pourrait le renouveler. Tu sais, par exemple, on pourrait, au lieu de faire seulement des Marvel, avec ça, on pourrait faire des choses beaucoup plus dramatiques ou politiques en termes de cinématographie. Et ça, c'est la seule chose qui fait avancer un art, c'est l'évolution de son langage, là, au plan formel. Est-ce que la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui vous attire, vous intéresse? Ça peut être une des portes de sortie, justement, pour renouveler la narrativité avec l'image et le son. Là, oui, c'est sûr. Mais ça ne peut pas se refaire à travers... Le cinéma ne peut pas se renouveler à travers la technicité qui a prévalu jusqu'à des années 2000, là, c'est-à-dire le langage que D.W. Griffith a développé, puis tout le monde a fait... Enfin, tous les films qui ont été faits jusqu'à Game of Thrones ont été faits avec ce langage-là qui est clic, 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 clac, clac, dolly, chant contre chant, crane, whatever. Mais... toute la... À partir du moment où les décors ont pu devenir des vrais décors imaginaires, là, c'est là tu dis, même si ils sont encore filmés de façon griffithienne, tu sens qu'il y a une espèce de souffle nouveau, mettons, dans le cinéma. Mais c'est sûr que la réalité virtuelle, enfin, le cinéma virtuel, avec le 360 degrés, ben là, tu viens d'ajouter quelque chose qui peut s'ajouter, enfin, qui peut faire progresser le langage du cinéma, puis faire progresser le cinéma dans son ensemble. Là. Mais là, c'est à savoir comment utiliser ça. J'ai essayé d'approcher ça un peu pour le fun. Couper dans du 360 degrés, c'est impossible. T'es toujours en plan séquence. C'est une autre façon d'aborder ce langage-là, qui est un beau défi, là, par ailleurs, mais que j'ai pas vu de choses intéressantes à ce niveau-là à date. Inaritu a essayé. Oui, ça, je l'ai vu. C'est ça qui a fait cette expérience où on se retrouve dans la peau d'un migrant mexicain en plein cœur d'un raid de la police. C'est assez troublant. C'est pauvre en résolution. Oui, c'est ça. On est immersé, mais dans quelque chose, c'est comme si on n'avait pas nos lunettes. Il y a un flou, il y a quelque chose, mais en même temps, l'impact de ce qu'on vit, le son est fou. Évidemment, c'était assez bien fait parce qu'on a froid, donc on a ce sentiment d'être dans le désert la nuit. Il y a les cris des enfants qui sont... Il y a quelque chose d'assez troublant là-dedans. Mais son problème, tu vois, c'était justement de faire évoluer son narratif parce que à partir du moment où t'es 360 degrés, tu peux juste couper dans le temps. C'est ça. Tu peux pas jouer avec le temps de la même façon. Fait que tu coupes dans le temps ou tu fonds dans le temps, mais... C'est là que c'est la limite de ça. C'est-à-dire, on se fait plus raconter une histoire. Pas de la même façon, en tout cas, qu'au cinéma. Là. Cet élément essentiel du cinéma-là, tu pourrais.
sais, tu pourrais laisser... Enfin, tu pourrais prendre ces caméras-là, là, c'est une petite bille là, qui fait 360 degrés. Quand ils le font pour être avec un casque, c'est sûr que là, ça manque de résolution parce que ils sont obligés. T'imagines l'ordinateur que ça prend pour avoir des images présentes. Mais si tu le faisais dans une pièce, c'est-à-dire que tu t'enregistres comme ça, puis tu projettes sur des murs autour, et là, tu as juste à te retourner, mais tu n'es pas avec un casque, la résolution va être beaucoup plus grande. Là, donc, tu pourrais faire Richard III, mettons. Tu es dans la pièce pendant que Richard III est derrière toi, ou bien là, il passe devant, tu le suis. Mais on n'avait pas ça à Terre des Hommes dans les années 70, à Cyclorama? Cyclorama, oui. J'ai connu ça, moi, je me rappelle. C'était la grosse affaire. Les parents nous amenaient voir ça. Ouais. C'était... Ben, c'est ça. Ces caméras-là, l'écran était tout autour. Mais les caméras 360, maintenant, c'est un globe, là. Ouais. C'est comme un planétarium. Ouais. Sauf que si tu le fais en mode planétarium, tu as une bonne résolution. Ouais. Si tu le fais en réalité virtuelle, tu as un casque, mais là, ça prend un ordinateur pour gérer ces images-là. Ils prétendent qu'ils vont faire... en fait, ils se rendent compte que la seule façon de faire une réalité virtuelle casquée, là, ils sont en train d'inventer une espèce de système de détection laser qui fixe les pupilles, qui fait que là où tu regardes, tu as beaucoup de résolution. Donc, le reste, l'ordinateur se repose derrière toi. Donc, il met toute son énergie là où ta pupille est fixée. Si tu la déplaces, tout de suite, ça se déplace parce que Et donc, tu te ramasses avec une plus grosse résolution au pied carré, là où tu regardes, alors que le reste derrière toi est complètement... Donc, l'énergie est comme transférée. Là. Ouais. Parce que la limite de la réalité virtuelle actuellement, c'est ça. C'est le flou, la résolution d'être obligé d'avoir de l'image tout autour de toi sans arrêt, même si tu ne regardes pas là. La seule façon, dans le fond, de simuler... La présence, être dans un endroit précis, pas vrai. Là. C'est de regarder vos films au jeu. Peut-être le précurseur, dans le fond. Ou on va tous devenir notre propre narrateur avec la réalité virtuelle. Probablement. Ça va être ça va être plat, toi. Heureusement, ça laisse la job au cinéaste. Robert Morin, merci infiniment. Je vais réécouter ça. J'espérais pas. En fait, j'ai lancé une perche aux éditions Somme Toute. Puis le oui est arrivé très vite. Puis je suis vraiment heureux parce qu'on a pris le temps. J'aurais pu en prendre encore, mais à un moment donné... De toute façon, on va savoir si vous allez sortir deux films. Peut-être se revoir. Ouais. J'aimerais beaucoup ça. Mais merci infiniment. Je suis vraiment... Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Honoré de vous avoir reçu. Puis d'avoir... qu'Hélène a accepté d'être à mes côtés pour ça. Merci. Merci. Moi aussi. Salut. Alors voilà ce qui conclut ce 9e épisode de la saison 4 de la balado. Merci évidemment à Robert Morin d'avoir accepté l'invitation. Merci à Hélène Faradji de m'avoir assisté dans la co-animation de cet épisode-là. Merci à Larry Dufresne qui, encore une fois, comme monteur, co-réalisateur, coproducteur, on peut dire ça, de la balado. Merci, Larry. La semaine prochaine, il y a Godefroy Lorando qui va venir nous offrir sa revue de presse dans les yeux de Godefroy, dans le cerveau de Godefroy. Ce soir, je vais aller voir la pièce « Je suis un produit » de Simon Boudreau. Et Simon Boudreau sera avec nous la semaine prochaine. Simon que j'ai connu il y a longtemps, qui est un créateur vraiment, vraiment unique. Très stimulant aussi. J'aime beaucoup de son travail. J'aime beaucoup la personne, Simon Boudreau. Et il a accepté de venir à la balado. Donc, ça sera pour l'épisode 10 la semaine prochaine. Il y aura d'autres chroniques aussi. Je m'en rappelle plus. J'ai pas mon ordinateur devant moi. Mais voilà. Alors, je pense qu'on va aller rejoindre François Carabin, entre autres, si tout va bien. Qui est rendu à Québec, qui est au devoir, mais toujours collaborateur à la balado. Il y a plein de gens qu'on n'a pas entendus encore. Ça s'en vient. On va être, c'est le 10e épisode. Dans le fond, on est au quart de la saison, quand même. Fait qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Voilà. Alors, passez une belle semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine dans vos oreilles. Salut.